Merci beaucoup tout le monde d'être là. On va, si ça vous dérange pas, on va commencer la petite après-midi qu'on a. Je pense qu'elle est quand même assez chargée et puis on est tous impatients d'entendre nos trois panélistes. Et puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens présents sur Internet. Fait que on va starter ça, je pense, assez rapidement. J'inviterai Martin Drainville de la région de Lanaudière, M. Frédéric Ouellette de la région du Bas-Saint-Laurent et M. Yves Bergeron de l'Abitibi à venir s'installer à l'avant pour qu'on puisse commencer. Excusez. De l'Abitibi-Témiscamingue, c'est ça? Les Go Rangers sont à l'Abitibi, mais il y en a quelques-uns. Bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup. Bon, donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter bienvenue à tous et surtout bienvenue également aux gens qui sont en ligne. On a quand même une trentaine de personnes en ligne en ce moment qui nous suivent. Le webinaire, pour votre information, c'est également enregistré et il sera disponible en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc, je me présente, Laurie Noiseux, je suis la nouvelle directrice. Mon Dieu, fais-moi pas peur de même. Donc, je me présente, Laurie Noiseux, je suis la nouvelle directrice de mise en marché pour le secteur Vaudambouche chez les producteurs de bovins du Québec. Puis aujourd'hui, ça fait suite à notre rencontre qu'on a eue l'année dernière. Là. On avait eu une soirée naisseur-finisseur ici même, en fait, dans la salle à côté. Et ça fait suite à ça, on a organisé une belle journée. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai l'impression d'avoir un feedback. Oui, c'est bon. Donc, on s'est organisé une belle après-midi. J'ai organisé ça en collaboration d'Anaïs Gingras ainsi que Yannick Sauvé, qui travaille en collaboration avec moi. Et à la toute fin de la journée, on vous a aussi préparé des petites fiches qu'on va vous distribuer imprimées, mais ils vont également être disponibles en ligne. On va l'envoyer à tous les participants par courriel. Si jamais vous n'avez pas été, vous n'êtes pas inscrit d'avance, puis qu'on n'a pas votre adresse courriel, juste aller voir Anaïs qui est juste là. Elle va prendre en note votre adresse courriel, puis on va vous l'envoyer. Également, à la toute fin, on a un cocktail. Donc, on vous invite à rester. Il y aura une boisson gratuite, puis il y aura également des bouchées pour les gens qui sont présents ici. On va débuter avec le panel. Suivi du panel, on va avoir une présentation de Dr. Antoine Bourgeois, qui est vétérinaire sur la santé. Ensuite, on aura Mme Elisabeth Lepage, agronome chez Solio Agriculture, qui va vous faire une présentation sur l'alimentation. Puis finalement, on aura Catherine Larrivé-Bazinet des PBQ qui va venir vous faire une présentation sur le programme de certification VBP+. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec nos trois panélistes. Là, je ne vais pas cliquer sur rien. OK. Comme ça. Donc, on va commencer avec l'historique de chacune des entreprises. Donc, Martin, peux-tu nous présenter un peu ton entreprise? Bien, bonjour. Mon entreprise, comme c'est mentionné, de première génération, ça a fait 20 ans en 2023. Depuis 2017 que je suis à temps plein sur la ferme. Avant ça, j'avais un emploi extérieur. J'ai 450 acres de terre en propriété, environ 600 en location. Il y a 450 acres que je cultive en soya maïs. Le restant, c'est pâturage et foin pour les animaux, foin de commerce pour les chevaux. Activité de déneigement l'hiver aussi. Et puis en 2024, il y a 110-115 veillages qui vont avoir lieu. Puis je suis nouveau dans la finition de mes veaux. J'ai fait 60 bourguignons en 2023. On va poursuivre avec Frédéric. Bonjour, Frédéric Ouellette, Saint-Gabriel de Rimouski. Nous, on a 400 vaches Angus. On finit toutes nos veaux à part les femelles de reproduction puis quelques taureaux de reproduction. On package à peu près 300 acres. On cultive avec les terres louées tout autour de 3000 acres. On finit, c'est ça, on finit tous nos bouvillons à part ceux qui vont à l'élevage. Puis, c'est pas, ça, on a commencé, mon père, jadis,
C'était une ferme laitière dans le temps de mon grand-père. Dans les années 70, mon père a commencé avec des taureaux Holstein, essayé par un taureau Hereford, parce que c'est ça qu'il y avait disponible dans le temps. Puis de fil en aiguille, ça a bâti tranquillement. On a acheté nos premiers Angus en 98. Puis depuis ce temps-là, le troupeau est tout rendu sur l'Angus noir. Fait que c'est pas mal ça qu'on fait. Yves. Oui. OK, bon. Bonjour tout le monde. Yves Bergeron, je suis de Ville-Marie, au Témiscamingue, dans le sud de l'Abitibi. C'est pour vous situer, là. Tu sais, quand tu fais 4 heures de route pour traverser la région, elle est grande. Hein? Moi, je suis naisseur-finisseur aussi, comme les deux, comme Fred, surtout. On a tout le temps fait ça à la ferme. Pourquoi? Parce qu'en région, le transport des céréales est assez dispendieux. Tu sais, c'est 60 piastres. Fait qu'on se dit, quand le bouvillon mange 2 tonnes et quart et demi d'orge, ou un peu de maïs aussi, ben il part avec ça. Fait que j'ai 120 vaches à peu près. On les finit toutes. On se garde une relève, une douzaine là-dessus à chaque année, 12, 15, tout dépendant des années. Puis, en général, c'est pas mal ça. Je cultive à peu près 400 acres de grandes céréales, 350-400. Puis, je dirais, j'ai à peu près un 250-300 acres de package. Mes terres, je me sers un peu de mes terres drainées pour faire packager. C'est plate parce que ils sont proches, puis moi, je vais en été. Puis ça fait une différence au bout de la ligne. Ça te prend moins de package que quand les vaches y veulent. Je trouve que je suis mieux organisé dans mes vélages quand ils veulent l'été. Les trions sont propres, j'ai moins besoin de m'en occuper. Là, je peux mettre plus le focus sur d'autres activités qu'il y a à la ferme, là. Faire les foins et tout ça. Puis, dans la grande céréale, je cultive l'année passée 75 acres de maïs. Beaucoup d'orge brassicole, orge ordinaire, tout dépendant des années, là, si ça se vend. Puis, du canola, cette année, on n'en semera pas, on va semer du soya. Puis, Frédéric, il parlait l'autre fois de blé Tipois. C'est quelque chose qui m'intéresse tout, là, pour donner au bœuf. Ça répond-tu? Oui, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Donc maintenant, pourquoi vous avez décidé de faire de l'engraissement? Donc, Frédéric. Nous, on a commencé l'engraissement. À l'époque, c'est avec la coopérative Nature Bœuf. On faisait du bœuf sans hormones, cahier de charge. C'est un projet régional qui a marché pendant plusieurs bonnes années. Malheureusement, ça a pris fin avec la vente des supermarchés GP à Métro. Pour eux autres, c'était pas. On a abattait 50 bœufs par semaine. Puis, mais pour eux autres, c'était pas assez gros. C'est un marché plus marginal. Puis, ils ont juste comme pas renouvelé l'entente. Quand ça a fini là. Fait que nous autres, on a continué à finir nos bouvillons à partir de là. Ce qu'on aime le plus de finir nos bœufs, c'est que on va chercher tout ce qu'il y a dans notre bœuf. Tu sais, c'est pas comme, lui, le bœuf qui a, exemple, les petites oreilles ou whatever. Il y a tout le temps les veaux qui se vendent moins bien dans un encan. Quand c'est tes veaux, tu as le prix carcasse. Le bœuf, un coup qui est sur le crochet, c'est le même prix pour tout le monde. Fait que le gros avantage, c'est ça. Puis ce qu'on aime de finir nos veaux, c'est qu'on a exactement les veaux qu'on veut avoir. C'est pas les veaux que ça a donné qu'il y avait à l'encan cette semaine-là. C'est vraiment, on produit, on a les vaches, puis on met les taureaux pour avoir des veaux comme qu'on veut avoir. Fait que quand on rentre nos veaux en parc, c'est vraiment une question d'uniformité. On les classe au sevrage, puis on les reclasse plus. Ils sont tous pareils, puis ils vont tous au même rythme. Fait que c'est, comment je pourrais dire, on gagne beaucoup d'économies, on va dire, sur la santé, parce qu'ils ne croisent pas 30 sortes de microbes différents dans les encans. Ils ont moins de stress de sortir parce qu'ils ne font pas de rail de trailer, puis ils ne se font pas barboter à gauche, à droite, ils rentrent. Ils sont dans le même environnement qu'ils sont habitués, la même alimentation. Fait qu'on sauve beaucoup sa santé. Puis on a des économies, tous les frais qui est de transport, de mise en marché, de toute la chaîne, qu'on les met en marché une fois rendu à la fin. C'est ça, on aime beaucoup. Ouais. Tu livres où? Géographiquement, tu livres où? Dans les dernières années, principalement, on vend nos veaux sur l'enchère électronique. Fait que principalement, c'est l'abattoir Atlantique à l'île du Prince-Édouard, Atlantic Beef, qui les achète parce que pour eux autres, on est à proximité. C'est à peu près 6h30, 7 heures de route. Fait que pour eux autres, comparé à les prendre au centre, ils sauvent quasiment la moitié de la route.
Fait que souvent, ça va là, mais il y en a des voyages qui sont allés chez Viande Richelieu. On a vendu à Whiteville le dernier voyage. Fait que il y a de plus en plus on va dire, de demandes sur les veaux nés élevés parce que c'est des veaux qui ont été moins en contact avec des microbes, qui sont, on va dire, un peu plus simples. Fait que souvent, pour des veaux plus spéciaux, genre cachère, ces affaires-là, ils sont sensibles à ça. Yves, c'est à ton tour. Écoute, moi, c'est ça, j'engraisse mes veaux. Parce que comme je disais tout à l'heure, pourquoi je fais ça? C'est tout simplement, ils partent avec une certaine quantité de grains, que sinon je paierais, là, on est rendu à 60$ du transport, 60$ la tonne de transport, fait que c'est assez dispendieux. Souvent, il faut avoir un aller-retour sur le transport en plus de ça. Des fois, on se descend de la chaux pour que ça fonctionne bien. Fait que, tu sais, géographiquement, moi, je suis à 6h30 de Cargill, ou Toronto, 5 heures. Fait que c'est pour ça qu'on livre surtout sur le bord de l'Ontario. Ce qu'on donne au bœufs, c'est de l'ensilage de deuxième coupe ou une ensilage jeune de première coupe. On les implante, mais je ne donne pas d'antibiotiques de croissance. Puis, orge, puis des fois du maïs. Puis cette année, j'ai fait un peu d'orge petit pois. Mais je vais peut-être essayer blé petit pois aussi. Plus énergétique, plus protéiné. Là. Probablement, c'est ce que je vais faire. Le restant, c'est un peu comme Fred. Là. Je suis un peu dans la même situation que lui. Là. On n'a pas une tonne de place qu'on peut livrer, mais c'est là. L'autre chose, c'est que ce que j'aime aussi quand tu vis naisseur-finisseur, c'est que tu le vois aller jusqu'au bout de ton veau. Des fois, tu te gardes tu as un beau veau, tu insémines un peu, fait que là, tu as un beau veau, tu le casses pas, tu t'en sers un petit peu, puis tu peux le finir après. Puis il classe. Fais-en pas trop, là, pas 20, là. Mais quelques-uns. Tu sais, des fois, pour se dépanner, il y en a un qui se fait mal, tu le switches, tu le renvoies dans le parc un mois après, ou un mois et demi après, 2 mois, puis ça classe. Ça classe. Bon, tout dépendant des années, quand je peux, je me cours pas trop, je le mets à naissance. Puis sinon, je le mets au sevrage. Puis moi, mes veaux, en vélant en été, je sauve mes veaux très tard. Je te dirais que je les tiens fin mars. Là. Des vaches, j'ai beaucoup de vaches cimentales. La plupart, c'est des vaches cimentales. J'en ai quelques-unes croisées Angus. Ça fait des gros veaux des fois. Fait que quand tu les tiens à côté, ces vaches-là, tu risques d'avoir moins de problèmes au vélage. Puis vous-tu, ils tombent au package. D'habitude, c'est le 10-12 mai. Cette année, on ne sait pas, peut-être plus vite. Ils se remplument pas mal avant le 25 de juin. Là, tu sais. Fait que ceux qui ne se remplument pas, c'est parce qu'il y a un problème, bien souvent. Ça peut arriver qu'on oublie de vous mentionner des affaires. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Ou après, ou on va se souvenir des choses plus tard. On va essayer de vous... Peut-être qu'on va se répéter, mais on va essayer de faire avancer ça. Les implants, je les utilise, mais les antibiotiques de croissance dans la moulée, je n'en donne pas. On va y revenir tantôt. On ne va pas tout brûler les punchs tout de suite. Là. Fait qu'on va y aller avec Martin. Pourquoi tu as décidé de démarrer dans la production? Ça fait là, des années que je voulais finir mes bouvillons. Et puis, souvent, je comptais, puis là, je ne savais pas trop comment j'étais pour vendre mes bouvillons. Puis là, mais je ne savais pas si ça serait rentable ou pas à la fin. Mais là, l'an passé, quand j'ai pris décision, j'avais pas personne qui m'offrait plus que 2100$ pour mes veaux, 800 quelques livres, des beaux mâles. Fait que là, les bouvillons étaient à 4$. Et puis, en tout cas, là, j'ai dit c'est le temps d'essayer ça. Et il y a de la marge pour faire des essais. Fait que c'est de même que ça a commencé. Et puis, c'est un paquet d'autres petites choses. J'ai investi quand même beaucoup dans la génétique. Et mon troupeau au PRTBQ est dans les 25 meilleurs troupeaux. C'est dur d'avoir la valeur de nos animaux à l'encan ou n'importe quelle façon de les vendre. Fait que là, en les finissant chez nous, ces performances-là, mais c'est moi qui en profite. Puis on suit jusqu'à la fin. Fait qu'après ça, on peut encore faire des sélections, ces taureaux qu'on a ou ces vaches. Là, c'est pas long quand on voit un alignement là, assez vite avec les performances.
J'avais déjà un RTM que je me servais plus, là, que j'ai mis à vendre bien des années, mais que je ne le vendais pas. Trois fois qu'il y en a un qui il m'appelait pour voir si je voulais le vendre, mais là, j'osais jamais le vendre, en tout cas. Là, il revenait en marche. Tu avais dit que tu t'avais, qui était important, je pense que tu l'avais mentionné, des consultants. Hein? Ouais, mais ça, on en parle un peu Ouais, plus on va en tard. parler. Ah, on en parle plus tard. T'es trop vite, là. Je suis trop vite. Donc maintenant, on va poursuivre avec le sevrage de vos veaux. Ah oui. Question qui est de la génétique, c'est ça, je n'ai pas parlé tantôt, puis tu l'as ouvert la porte un peu, c'est que l'avantage, c'est que justement, quand tu travailles et tu as une génétique, on va dire, qui est supérieure, puis une génétique comme tu veux avoir, c'est toi qui en profites. L'argent que tu mets en génétique, tu n'en perds pas parce que quand tu achètes, mettons, un taureau supérieur ou whatever, tu vas aller chercher sur un veau sevré peut-être 20-25 livres, puis c'est tout. Mais en les finissant chez vous, tu vas aller chercher plus de poids. Puis l'avantage génétique, c'est toi qui en profites tout le long. Fait que les veaux de bonne génétique, ils l'ont pas tous décrit d'en face quand ils arrivent à l'encan. Fait que les veaux, on dit les meilleurs veaux, ils se vendent au prix des moyens. Fait que théoriquement, la grosse génétique n'est pas payée le prix qu'elle voudrait. Tandis que quand tu as fait chez vous, ben, c'est toi qui en profites. Tu en profites jusqu'à la fin. Sans compter l'avancement que tu gagnes sur tes bœufs. Puis en plus, tes femelles s'améliorent aussi vite que tes bœufs vont s'améliorer. Fait que t'es gagnant ces deux côtés. Là. Aussi, ce que j'aurais. C'est niaiseux, mais pour moi, c'est bien important d'essayer de faire le cycle complet. Là, et je produis le grain, les animaux, et tout est comme transformé à la ferme. Puis pour moi, le fumier, c'est niaiseux, mais c'est bien important. J'ai pas mal des bons rendements pour ma région dans les grandes cultures, mais c'est le fumier de vache puis de bovin, c'est ça qui fait que j'ai des rendements de sol en santé. Puis ça rend sans mettre toujours la méga dose d'engrais. Donc, pour le sevrage des veaux, on va commencer avec Yves. Ben, j'ai mentionné un peu. Oui, il marchait. J'ai mentionné, ouais, il ne buzzera pas si je ne le ferme pas? OK, bon. Non, pour le sevrage des veaux, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, là, quand je l'ai fait fin mars, ils sont quasiment 9 mois et demi, 9 mois et demi avec les vaches. C'est sûr que ceux qui sont veillés un petit peu plus tard sont un petit peu moins. C'était pour ça, c'était pour la grosseur des veaux. Quand je les sève, c'est sûr, je les vaccine, je les implante, puis je fais tous les traitements qu'il faut faire. J'essaie de prendre des journées propres. Ben là, vous le faites vous autres aussi, là, dans le vache-veau. Fait que je prends des journées propres là, pour pas qu'ils mouillent une semaine de temps, là, que les pieds qui gonflent, ils se ramassent tout sales. Là. Fait que on essaie de prendre une belle semaine pour les faire. Fait que c'est ça. Martin? On va commencer par les veillages avant les sevrages, mais moi, les veillages, je commence vers le 15-18 mai. En principe, les veillages, ils se font tous au pâturage. J'ai une petite cage après mon 4 roues. Je vais faire des tournées minimum 2 fois par jour, des fois 3. Et puis, les veaux sont tagués à la naissance, castrés à la naissance. J'applique un petit sélénium. Et puis, moi, j'ai un système là, pour la traçabilité. Là, quand je suis dans ma petite cage avec mon petit veau, la vache est toujours proche. Fait que là, avec mon bâton de lecture, je lis la boucle de ma vache. Et puis là, je lis la boucle de mon veau. Puis là, tout de suite, je rentre des données dans mon bâton de lecture. Là, si la vache elle a un beau pied, elle a des beaux pieds. Si c'est une génisse, souvent à naissance, je peux quasiment dire je vais l'élever ou pas. Je me prends des notes là, sur l'état de mes animaux. Ensuite de ça, en tout cas, là, ça passe tout l'été au pâturage. Et puis, le sevrage, comme eux ont dit, là, j'essaie toujours de prendre une température qui est le plus sec possible. Là. S'il annonce bien de la neige ou du mauvais temps, j'essaie de choisir mon temps. Les animaux, ils ont très grande embâtisse quand je les sève. Et puis, énormément de litière. Et avant le sevrage, quand ils sont avec les vaches, ils ont de la moulée à dérober et du foin de deuxième coupe.
Là, quand je les sauve dans ma bâtisse, j'ai plusieurs mangeoires rondes pour qu'ils aient accès facilement au foin. Et puis, une journée ou deux après, là, je rentre dans une mangeoire que je peux mettre du RTM dedans. Là, ils commencent à manger les RTM en même temps qu'ils ont beaucoup d'accès aux balles de foin, toujours pour éliminer tout stress qu'il peut y avoir. Là. Puis sans courant d'air, là, ça, moi je suis bien fatiguant avec ça, mais il y a 0 courant d'air quand ils sont sevrés. Et il reste une semaine dans la bâtisse avant de retourner dehors. Puis c'est sûr, ils ne voient pas le maire, là, ça fait peut-être une journée de broyage de plus, mais pour la santé de mes veaux, je chauffe, puis c'est jamais malade. Là. Puis là, mais après, un coup que la semaine est passée, là, je vais les vacciner, puis les remifuger, faire les traitements, pour mettre le moins de stress possible à chaque étape. C'est pas mal ça. Frédéric. Un peu comme Martin, nous autres, on veille à partir de la mi-mai. Avant, on veillait plus début mai, mais souvent, par chez nous, des fois, les sucres finissent au début de mai, fait que souvent, il reste encore de la neige, il y a de la boîte, c'est humide, puis il fait fret. Fait qu'on se rendait compte que les veaux qui arrivaient tôt, puis qui avaient de la misère, ils se faisaient dépasser par toutes les autres qui avaient eu des belles conditions après. Fait qu'on a retardé nos veillages à partir de la mi-mai pour que tout le monde ait des bonnes conditions. Les vaches, ils veillent à la mi-mai. Nous autres, on donne vitamine sélénium, on donne un vaccin pour le charbon à naissance. On n'a pas 100% d'efficacité, mais on a déjà eu des problématiques dans le passé, qu'on ne prend pas de chance. On les fait là, puis on fait un rappel au mois d'août. Les vaches, ils partent au package, puis ils sont en rotation tout l'été. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a une rotation de pâturage jusqu'au mois d'août, dépendant des années, là, août, septembre. Puis on a des champs de foin qu'on fait une coupe, puis qu'on laisse monter en deuxième coupe pour packager l'automne jusqu'à la neige. Fait que souvent, même si on est une région on est au pôle Nord, là, on a de la neige de bonne heure, on réussit à les garder au package souvent jusqu'au mois de novembre, des fois même décembre, là, sans nourrir. Fait que on essaie de faire, on s'est basé beaucoup sur ce qu'on a observé dans l'Ouest. Fait que les vaches, tant qu'ils n'ont pas 8 pouces de neige, eux autres, ils disent tant que la vache n'a pas de la neige jusqu'aux yeux, quand elle mange, elle est capable. Fait que le plus tard possible qu'on peut les soigner l'automne, le plus longtemps qu'on les laisse filer. Parce que la journée que tu vas leur mettre un rouleau, c'est fini, ils ne vont plus voir dans le champ. Ils attendent après toi. Fait que tu sais, des fois, tu arrives, tu dis ah, il me semble un matin, laisse-les faire, ils vont trouver. Tant que arrive, les vaches sont belles, sont pensées. On ne touche pas à ça, puis on les laisse le plus tard possible. Ils sont bien dehors. Le sevrage, c'est un peu comme les autres. Ce qu'on fait, on choisit une journée, idéalement, du temps. On aime autant avoir plus froid que plus chaud, du temps plus sec. Là. Fait que, puis essayer d'avoir du temps, comment je pourrais dire, pas de variation de température, pas de chaud, fret. Puis quand tu rentres, essayer d'avoir une température assez stable. Fait que souvent, c'est moins pire pour des veaux qui mordent, des affaires comme ça. Fait qu'on les sève. Nous autres, les 400 vaches, rendues au package plus tard, au veillage, on fait des groupes d'à peu près 40, 45, 50 vaches. Puis on les regroupe à mesure que l'été avance. Mais quand on fait le sevrage, sont à peu près en 3 groupes. Fait qu'on sève un groupe après l'autre parce que rentrer 400 vaches dans la même journée, là, ça fait du sport. Là. Fait qu'on commence ça, c'est ça. On sève les veaux comme ça. On fouille les vaches systématiquement, on réforme, on est bien sévère sur la sélection. Fait que toutes les vaches vides, toutes les vaches à propre, toute la vache qui nous a donné plus de travail qu'un autre sont toutes éliminées à tous les ans. Fait qu'on ne s'engraine pas de vaches à travail supplémentaire. Tu as à peu près 10 % de tes vaches qui te donnent 90 % de ton ouvrage. Ce qu'on veut, c'est que les vaches travaillent pour nous autres, ce n'est pas nous autres qui va travailler pour les vaches. Fait que les vaches, ils ont toutes la même chance. Ils ont tous les mêmes taureaux, ils ont toutes les mêmes conditions. La vache qui ne fait pas son ouvrage, elle s'en va pour on met une nouvelle à la place. Et comme ça, on élimine beaucoup de travail supplémentaire. Peux-tu nous parler de tes nourrices? Oui, depuis quelques années, on a commencé à acheter des embryons de différentes sources, des embryons génétiques supérieurs, parce que c'est ça. Souvent, on achète des taureaux. Les taureaux, nous autres, les CI, ça se fait au mois d'août. Fait que c'est tous des taureaux au champ, on ne fait pas d'insémination. Fait qu'on achète des taureaux, on va dire, le plus haut potentiel de gain qu'on peut trouver, des taureaux à haut potentiel. Fait que souvent, c'est des taureaux qui se vendent assez cher. Fait que en commençant à faire des embryons, on réussit à se faire des taureaux, on va dire, de ce calibre-là,
qui nous coûtent un petit peu moins cher. Fait que souvent, on les fait porter. J'ai des ententes avec des producteurs de laitiers autour de chez nous. Ils font porter, parce que les gars font porter mes embryons dans les Holstein, puis on les fait élever par des nourrices. Fait que ça nous fait des veaux qui sont comme pas, ils sont pas dans notre région, ils sont vraiment à part, là, mais ça nous fait des veaux de haute génétique qui nous coûtent vraiment moins cher. Là. On a commencé ça à date, là, les taureaux ils ont commencé à essayer, puis on aime bien ça. Là, on a d'autres en route pour cette année, on a hâte de voir. Oui. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Nous, c'est ça, les animaux, on est sur 2 sites principalement. Fait que le site du parc d'engraissement, on a 2 groupes de vaches. Nous, les vaches au champ, c'est la plupart du temps, on travaille avec des chevaux. Parce que c'est ça, 400 vaches ne sont pas toutes autour de la grange. Fait que tous les déplacements de package, les traitements au champ, s'il y a des, mettons, peu importe, un veau à poignée, on fait ça avec les chevaux. Fait que la plupart des veaux, le sevrage des vaches, on les pousse. La journée qu'on décide qu'on rentre, on ne soigne pas ce matin-là. On se prépare pour rentrer dans le parc d'engraissement. On a comme 2 parcs. Là. On a un parc qui est vide. Fait qu'on s'en sert, on rentre, on sépare les vaches. On garde les veaux en dedans. Les vaches sont fouillées. Les pleines s'en vont dans les sites d'hiver. Les vides s'en vont à l'abattoir. Puis les veaux restent en dedans. Non, ça se fait d'un coup. Les veaux sont séparés. Non, on ne l'a jamais essayé. Puis c'est surtout pour la charge de travail. Le pogner, rentrer 400 vaches avec 400 veaux, les séparer, leur mettre une palette, les relâcher au champ, après ça, les repogner pour leur enlever ça, ça ferait beaucoup, beaucoup de travail. Le stress serait quasiment aussi grand que les séparer. Fait que pour un petit groupe, je ne dis pas que je ne l'essayerais pas, mais chez nous, je ne pense pas que c'est quelque chose qui serait super pratique. Donc, on va poursuivre avec le type d'installation. J'ai oublié quelque chose moi, dans mon point, puis c'est Martin qui me l'a fait penser. Puis nous, peut-être vous le faites. Là. Quand les veaux viennent au monde, là, comme Martin, je fais déjà une présélection. La femelle que je vois sa mère toute belle, des beaux pieds, une belle état de chair, j'y mets un tag de couleur jaune. Puis la femelle que je vais envoyer en engraissement, je mets un tag de couleur rose. Puis les mâles que je garde, les 2-3 mâles que je garde au cas où pour me dépanner, je mets un tag bleu. Le restant, c'est des tags verts. Mais quand je vais dans le champ marcher, je sais déjà à qui j'ai affaire. Sans regarder tout le temps mon petit calepin, ouais, je garde ça, je garde pas ça. Je prends des tags, des feedlots de tags, là, ça ne coûte rien. Puis nous, la gestion, nous, on travaille beaucoup pour la gestion, mettons, le suivi du vêlage. Nous autres, on travaille avec une application cellulaire. Fait que la minute, si c'est moi ou si c'est mon frère qui va au champ, ben à la minute qu'il y a une information qui est rentrée dans l'application, c'est sur iCloud, fait que tout le monde a l'information à mesure, fait qu'on ne cherche pas. C'est assez simple. Nous autres, on utilise Calfbook, il y en a plein d'autres, là, mais nous autres, on aime bien Calfbook. C'est une application qui est assez simple, ça coûte à peu près rien. Là. La version premium, elle doit coûter 20$ d'abonnement par année, là, avec un nombre illimité de vaches. Puis nous autres, on travaille avec ça, ça va super bien. Et puis, on se prend beaucoup, c'est ça, des notes à naissance, justement, de l'état de la vache, le veau. On fait une grosse sélection à naissance, le reste se fait au sevrage. Puis l'avantage de définir comme ça, c'est que tu peux les essayer puis les pousser plus loin. Tu sais, le gars de veau dans la bouche, la tare que tu décides de garder pour mettre au bœuf, si elle ne colle pas, ben là, tu es pogné avec. Elle est comme entre deux. Elle est trop grosse pour envoyer des encans, elle est trop petite pour reformer. Tu es comme pris un peu avec. Nous autres, l'avantage, c'est que tu peux en mettre au bœuf. Tu peux être plus strict sur la période de saillie des tares. On met les bœufs moins longtemps. Ceux qui collent sont bonnes. Ceux qui ne collent pas, ils passent dans la cage, on leur met un implant, puis ils retournent en engraissement. On ne perd rien. Là. Donc, on va y aller avec le type d'installation et on va débuter avec Martin. Le type d'installation, moi, comme vous voyez sur la photo, là, où la mangeoire dehors, là, moi, les animaux, ils sortent dehors pour manger, ils sont une plateforme de ciment. Et puis ils ont accès toujours à l'intérieur pour se coucher. Litière de brintis ou de paille de soya. Là, même cette année, je vais faire de la paille de maïs. C'est pas mal ça. Moi, c'est sûr, la seule modification que j'ai faite, j'ai construit la mangeoire pour les RTM. Là, les restants, les bâtisses, j'avais tout ça. Là. Dans le fond, quand je faisais mes veaux semi-finis, c'était un peu à la même place que
C'est à la même place que je fais les bouvillons. Là, c'est sûr, il y a des moments de l'année, là, comme l'enclos d'hivernage, cette année, j'ai pas les espoirs sont minces, ça, dans le sens que ça va finir à bonne heure. Là. On n'a pas eu une grosse hiver, fait qu'il n'y a pas d'épais de glace dans l'enclos. Fait que là, souvent, je rentrais mes vaches sur le ciment. Là, je vais peut-être avoir un petit mois là, que je racotille un peu plus les animaux là, à la période du dégel. Là. On va partir avec Frédéric. Chez nous, on a un parc principal, là, c'est celui qu'on voit avec la mangeoire au centre. C'est un parc de 100 par 300, c'est un parc qui a une dizaine d'années. C'est lui qu'on sert principalement. Notre ancien parc, ça se trouve être la moitié de ça, c'est une rangée avec une mangeoire intérieure. Les veaux, quand ils rentrent, sont sevrés, ils rentrent en dedans, puis ils finissent, ils ne retournent pas dehors. Là, on les garde en dedans. La mangeoire intérieure, on aime beaucoup ça. Notre vieux parc, on soignait dehors avant. Ce qu'on aimait moins, c'est justement qui mouillait dans la mangeoire. Puis souvent, ça dégradait, ça voulait faire chauffer un peu, vu que c'était moins appétant. Fait qu'en dedans, il y a moins de pertes. Notre mangeoire, on n'a pas de muret. C'est vraiment une mangeoire qui est plate. Fait qu'on retrousse, on a une gratte au 45 pour retrousser l'ensilage 2-3 fois par jour. Puis quand c'est sale, on peut à côté, on met le bucket à terre et on gratte. Fait que c'est quand même assez vite d'utilisation. La bâtisse est faite en conséquence de sauver le plus de pas possible. Fait que les barrières sont organisées que tu fermes les animaux en faisant le tour de la bâtisse. Tu n'es pas obligé d'aller au bout, de revenir commencer au bord. Fait que quand tu fermes un côté, tu arrives l'autre bord, tu reviens en fermant de l'autre côté. Fait que tu grattes, tu laves, tu mets ta paille, tu revires de bord, c'est la même chose. La litière, on met une partie de brintis dans le fond pour l'absorption, puis on met de la paille sur le dessus pour un petit peu plus de confort. Fait que c'est pas mal comme ça qu'on travaille. Là. Les abreuvoirs, on voit l'abreuvoir aussi, les abreuvoirs sont extérieurs. C'est un concept qu'on avait vu ailleurs, on n'a pas inventé ça. Mais ce qu'on aime de ça, c'est que souvent, les recommandations, ils font mettre les abreuvoirs comme où les animaux voyagent, comme où ils traversent de l'aire de couchage à l'aire d'alimentation. Notre vieux parc est comme ça. Souvent, tu arrives comme ça, puis il y a des animaux qui vont se garrocher dans les barrières ou ils s'accrochent. Puis tu arrives, il faut gratter, il faut t'en détourner. Fait que ça fait tout le temps comme un petit îlot de glace autour l'hiver. Puis ce qu'on aime comme ça, c'est que justement, ils ne sont pas en danger. Tu t'accotes, quand tu grattes, tu accotes sur le bord du ciment, tu files à l'autre bout, c'est super rapide. Tu n'as pas de danger de briser, puis tu n'as pas de danger de blesser d'animaux avec ça. On va le montrer tantôt. C'est une vieille photo. On va poursuivre avec Yves. Ben moi, dans le fond, j'en ai deux. C'est la droite à gauche. C'est celui que j'ai fait il y a 5-6 ans. Écoute, il est dans la montagne, dans le fond. Là. Il est à l'abri du vent sur tous les bords. Mon coup, je m'étais dit, je ferme-tu ça, je ferme-tu pas ça. Mon coup, j'ai arrêté ça parce que j'ai dit, l'été, ce que j'aime beaucoup, c'est que la chaleur, avant qu'elle rattrape jamais les animaux, l'air sort tout le temps. Puis l'hiver, il y a à peu près 5-6 tempêtes là, qui rentrent de la neige en dedans. On remet de la paille, c'est tout. Comme Fred il dit, des fois, c'est fatigué un peu. Il tombe de quoi dans la mangeoire. On l'a nettoyé à petite pelle. Là, c'est 5-6 fois. Je trouve c'est ce que je trouvais le moins de problème. À gauche, à droite, excuse la photo à droite, parce qu'il y a un petit apprenti au toit. Là. Ça, c'est quand j'enlève mes animaux, mes veaux avec les vaches sur mon site d'hivernement. Fait que je sors les vaches en dehors, puis je garde les veaux en dedans. Fait que là, ça bug un petit bout de temps, puis c'est là que je fais mon traitement des veaux aussi, la journée après ou avant, là, tout dépendant. Là. Puis je soigne, moi, je suis un peu plus archaïque, là, je soigne 2 fois de la moulée par jour à mes bœufs. On voit une petite photo en haut, là, ben, je les soigne le matin et le soir. Je suis là le matin, je suis là le soir. Fait que je soigne On va le voir tantôt. OK, bon. Trop vite. On y va, là. On y va. Comment vos animaux sont alimentés? Et on commence avec Frédéric. Les bouvillons à l'engraissement, c'est de la RTM. L'ensilage est en bunker. On a un bunker de première coupe, un bunker de deuxième coupe. Fait qu'on on le mélange pas. On ouvre un, on mange un, après ça, puis pendant qu'on remplit la première coupe, on finit de vider celui de deuxième coupe. Fait qu'il y a le temps de fermenter. On ne soigne pas d'ensilage frais. C'est vraiment de l'ensilage fermenté tout le temps. Fait qu'après ça, on a des sous-produits, on a disponibilité par chez nous, on a des frites de chez McCain au Nouveau-Brunswick, que c'est pas si loin, ça revient quand même pas trop cher.
Là, c'est sûr qu'avec le prix des grains qui baisse, il y a moins d'écart, fait que les prix vont être à revoir, mais c'est ça, c'est un aliment qu'on aime beaucoup, ça se mélange bien, tu ne les retrouves pas dans la ration. Ça apporte du gras, puis ça fait ça fait de l'adhérence dans la ration pour une ration qui est plus sec, vu que c'est gras et que ça se défait, que c'est collant. Là. Fait que ça soigne super bien. Sinon, on produit de l'orge chez nous. Puis, comme il parlait tantôt, on fait du blé pois qu'on sert un peu comme supplément. Ce qu'on aime de cette culture-là, c'est que c'est plus facile. Parce qu'on pensait à faire juste du petit pois, mais le problème du pois sec, c'est que c'est dur à ramasser, c'est pas battable, ça écrase, puis c'est compliqué à ramasser. Fait que le blé, la paille est assez raide qu'elle réussit à le tenir debout, fait que c'est plus facile à ramasser. On fait un mélange moitié-moitié qu'on se sert comme supplément. Puis sinon, chez nous, on ne fait pas de maïs, pas d'ensilage de maïs. Fait que c'est vraiment l'ensilage d'herbe qui est principalement l'ensilage de dactyle. On a des porcheries. Fait qu'on réussit à aller chercher trois belles coupes de dactyle là, assez jeunes pour faire du volume et de la qualité là, qu'on trouve que ça soigne bien. Fait que c'est pas mal ça qu'on donne au bœuf. Les vaches, c'est tout à balle ronde. On fait 90% en foin sec. Pour sauver justement moins de plastique à payer, puis de manutention, mettre ça dans le plastique, puis les redéballer, puis payer pour ça. Fait que les vaches l'hiver, au foin sec, ils se réchauffent mieux, c'est parce que tu ne mets pas de l'humidité dedans. Fait qu'au foin sec, on aime bien ça. Fait que principalement 90% en foin sec pour les vaches. On sont soignés dans les sites d'hiver, on n'a pas de mangeoire, ils sont soignés ça a gelé. Fait que, on se balance pour que les vaches, il ne faut pas qu'ils en mangent, mais faut pas qu'ils en manquent, mais il ne faut pas qu'ils en laissent. Tu arrives, si tu vois que les vaches, il y a des refus, ben le soignage d'après, tu coupes une balle pour que ça arrive à peu près kiff à tous les soignages. Félix? Oui, j'ai une fourragère. On a une fourragère avec un haidon qu'on charrie au 10 roues, puis les presses à balles rondes. Ouais, il demandait si on avait 2 systèmes pour notre fourrage. Et oui, on a une fourragère avec un high dome sur un tracteur qu'on dompe dans un 10 roues pour faire le transport, puis le reste, c'est tout de la balle ronde. Yves? Ben, ça ressemble pas mal à Fred, sauf que je n'ai pas d'ensilage haché, là. Je te dirais que je nourris mes vaches avec de la belle ronde. Mes bœufs, souvent, je leur mets une belle ronde ou 2 dans un ring, puis j'en étais un petit peu en avant, en défait une. Là avec du foin à bec carré, cette année, ça va bien. Mais en défait une, puis je n'étais un petit peu que quand ils ont fini de manger leur moulée, qu'ils tombent dans le foin tout de suite. Fait que toute la gang mange en même temps. Après ça, ils vont se rassasier au ring. Il y a une chose que je fais, peut-être que d'autres font moins. Mes veaux, quand je les sève, je leur donne la deuxième coupe, puis je leur donne toute une belle de foin sec. Puis ça, je te dirais, je l'ai fait durer comme ça jusqu'au mois de juillet, fin juillet. Puis là, je commence à leur donner de la moulée parce que le meilleur prix est tout le temps en avril, mai, juin, l'année d'après. Si je déclencherais ça d'un bout de là, ça finirait que des fois, il y a quasiment 50 cents de différence entre l'automne et le printemps. Ça, c'est une affaire que je regarde pas mal. Là, cette année, il n'y a pas grand différence, là. Mais ça, je leur fais faire un peu de frème dans l'été. Vu que j'ai bien du foin, là, je fais ça de cette façon-là. Quand tu leur donnes la litière et tout, quand ils donnaient à mouler le matin, souvent, je leur mets une belle de paille, de la rotocote. Puis pourquoi il n'y a pas de mélangeur? Des fois, je me dis, ça m'en prendrait un. Des fois, ça ne me tente pas. Des fois, ça m'en prendrait un. Des fois, ça ne me tente pas. Mais de la belle ronde d'un mélangeur, c'est long avant que ça se défasse. Fait que c'est pour ça que ça ne me tente pas encore de sauter là-dedans. Là. Mais j'ai des voisins qui sont achetés une fourragère motorisée. Fait que j'ai demandé comment ça me coûterait de me faire ensiler, je ne sais pas, un 75 acres de maïs. Puis je trouvais que le prix était très raisonnable. Fait que là, peut-être qu'on va travailler différemment. Là. Si je réussis à me faire de quoi d'acheter, là, c'est sûr que je vais travailler avec un mélangeur. Puis c'est sûr que je vais faire du petit pois puis du blé l'été prochain. Je vais en essayer un 30 acres, là, voir comment on va changer. Tu le battais, hein? OK, ça, c'est pas ensilé. Probablement qu'on va y aller de même aussi. Bon, chez nous, c'est du foin de deuxième coupe qu'on met dans la ration, du foin enrobé.
Et puis, ensuite de ça, ensilage de maïs. Et puis, soit que je prends mon maïs grain, que je le moue, ou des fois, j'achète des cribleux de maïs floconné. Parce que quand ils font le maïs flake, vous mettre dans une poche de moule à veau, c'est passé sur un crible. Tous les petits morceaux sont récupérés. Puis, j'ai accès à acheter ça une meunerie pas loin de chez nous. Ils me vendent ça toujours le prix du grain, exemple. Ce matin, ils m'offrent 200$ la tonne, mon maïs. Ils me vendent ce cribleux-là 200$. Mais elle est prête à être consommée. Je n'ai pas besoin de la travailler. Puis c'est aussi riche que du vrai maïs. Ça, c'est du maïs. Et ensuite, je travaille aussi avec la drèche d'éthanol sec. Le minéral, bien entendu, puis des fois de la pierre à chaud. C'est sûr, la recette est modifiée quelques fois au long de l'élevage. Je veux juste rajouter quelque chose. Hein. Au niveau de l'alimentation, moi, chez nous, ça me coûte, l'année passée, ça m'a coûté 100 000$. Tout dépendant comment on consomme de canola, puis de maïs, c'est assez cher, ça. Puis j'essaie tout le temps de vendre des céréales pour 100, 110, 115 000$ pour payer mes coûts d'intrants, pour que la bouffe arrive quasiment gratis à mes bœufs. Des fois, on fait des bons coups, des fois, on fait des mauvais coups. Là, mais en moyenne, on est tout un peu gagnant. Mon consultant, il dit tout le temps, 8 années sur 10, on est meilleur dans le champ que dans les tables. Il dit, ça n'aura pas de mal pour mettre dans le champ, je serai moins bon à longue. C'est ma façon de penser, moi. Maintenant, on va y aller avec les équipements que vous utilisez sur vos fermes. On va commencer par Yves. Ben, j'ai des barrières que je me suis faites là, sur pied, là, que je peux me faire un corail partout. Là, j'ai un package, comme Fred, je fais packager souvent ma deuxième coupe. Des fois, il y a une vache qui boite, un veau qui va pas bien. Fait que là, j'en ai déjà un peu partout des corails. Là, c'est pas bien dur à organiser. Quand tu as des vaches, c'est pas toutes des. La plupart des vaches, c'est pas toutes des westerns là, chez nous. Fait que là, ça va bien pour les prendre puis les traiter quand il y a quelque chose. Ben, j'ai des barrières un peu mobiles. J'ai un corail avec une cage, la verte, là, est mécanique. C'est ça que je me sers quasiment depuis une dizaine d'années. Faire les traitements puis tout. Je la change de place durant l'été, je la mets au package. Quand je traite mes veaux, ben, je la ramène à sa place. Là. Je pourrais en avoir deux, ça ne sera pas de trop non plus. J'ai une rouleuse à grains. J'avais posé la question l'autre fois à Fred, ton petit grain, lui, il moule, moi, je le roule, mais c'est mieux quand c'est moulu, je pense, le grain, surtout l'orge, est plus cassé que quand il est roulé. C'est dur, je trouve que l'orge est dur sur des rouleaux d'une rouleuse. Tandis que le maïs, ça passe tout seul. Ça. Le petit pois aussi. Ouais. Fait que j'en ai une moulange électrique, là, je vais la ressortir, mais c'est juste que quand tu passes une demi-tonne d'or, elle est longue un peu. Là. Oui. La question est la différence entre la conversion alimentaire entre le grain moulu et roulé. Oui, c'est ça, on trouve moins dans le fumier. Quand c'est moulu, c'est ça. J'en avais le moulin avant, puis j'étais tanné de piner ça sur le tracteur. Fait que je m'en suis acheté une électrique, je vais les resserrer, mais je vais ressortir. Je progresse. Ben, c'est comme ça, hein, des fois, on change d'idée, on se lève un matin, on part avec une idée, l'après-midi, tu rechanges d'idée. Puis ceux qui travaillent avec toi, des fois, ils ne trouvent pas ça drôle, mais. Martin. Bon, les équipements, on a parlé du RTM tantôt, là, que j'utilise pour l'alimentation. Ensuite de ça, ça prend une bonne cage de contention, des bons équipements de contention, là, parce qu'on a affaire quand même à passer les animaux à plusieurs reprises là, pour les vaccins, les implants, les rappels, puis aussi les peser. Là, moi, en tout cas, j'aime connaître la performance en cours de route. Là. Et puis, c'est pas mal ça. Ah ouais, là, il y a une balance, bien entendu, sous la cage, là, ça c'est indispensable. Et puis, là, ce que je me suis aperçu aussi, que ça prend vraiment, ça prend un bon quai de chargement. Parce que quand on charge ça d'une vanne,
ça prend un bon kit de chargement. Là, ça, faut que j'améliore ça en 2024. Je m'étais fait ça à bonne franquette, là, même en style bot-box. Ça allait bien, mais j'avais pas d'anti-recul dans mon corridor avant de monter dans la vanne. Puis là, mais quand ils décident de partir de reculons, ça va pas bien. Donc, j'ai été obligé de charger une vanne un par un. Ça a été plus long que prévu. On va s'améliorer cette année. Peux-tu parler de ta modification, de tes portes? Ah, mon corridor sur le long de la bâtisse, là, j'ai 9 portes, moi, pour emprisonner les animaux séparés. Et puis, j'ai fait une petite invention des tracks sont pliantes. Fait que quand on passe sur le long avec le tracteur, mais on n'accroche rien. On va y aller avec Frédéric? Pas sensiblement la même chose. Le RTM, qui est pas mal le cœur du parc, là, c'est la grosse ouvrage se fait là. Nous autres, on a une rouleuse à grains et on a une moulange. On passe le maïs dans la rouleuse parce que c'est plus facile à casser, puis il est moins en poussière, il est plus cassé, un peu plus rough. Puis tout le petit grain puis le blé pois est passé dans la moulange parce que justement, c'est plus facile d'avoir du grain qui est plus attaqué dans la rouleuse. Tu as souvent plus de grains qui passent droite qui resteront. Fait qu'on aime bien avoir les deux systèmes. De toute façon, ils sont côte à côte, puis on charge au baquet en dessous, là, c'est pas plus long. Fait que ça, on aime bien ça. La cage, comme Martin disait, ça prend une bonne cage parce que les bœufs, c'est ça, à tous les 3 mois, ils passent dans la cage pour avoir un implant. Si tu as des traitements à faire, le sevrage, puis tout à faire. La cage, nous autres, est nouvelle. Avant, on avait une cage, les anciennes cages du siècle là, qui clenchent par en avant, bien standard. Ça faisait la job, mais c'est ça, elle était usée. Fait que là, tant qu'à changer, on a essayé de s'améliorer un peu pour avoir un petit peu plus d'agrément. La cage, là, c'est ça fait 1 an qu'on travaille avec, on adore ça. Pour les bœufs, le head holder est super, super pratique parce que dans une cage standard, tu arrives pour mettre l'implant dans l'oreille du bœuf, bien souvent, il monte en haut, il monte en bas, il avance, il recule. Fait que tu y mets où est-ce que tu réussis à le mettre. Tu ne choisis pas tant que ça. Tandis qu'avec le système pour tenir la tête de même, c'est toi qui décides. Fait que ça travaille super, super bien. Nous, la cage, la balance n'est pas en dessous de la cage, la balance est vraiment avant la cage. Fait que souvent, on peut peser le bœuf pendant qu'on travaille l'autre. Fait que c'est un travail qui est plus à la chaîne, ça va vite. Avec ce système-là, sur ce site-là, les vaches qui sont aux alentours, ils passent par ce corral-là pour les tests de gestation et tout. On fouille entre 45 et 50 vaches à l'heure. Fait que c'est super, super rapide. T'as tout le temps, aussi vite que le vétérinaire est capable de se rentrer le bras, c'est cette vitesse-là que ça va, là, parce qu'il y a tout le temps une vache en attente. Fait que c'est super, super rapide. C'est efficace et c'est sécuritaire. Juste rajouter quelque chose. Oui. Moi aussi, ma balance, avant, était en dessous de ma cage. Je l'ai enlevée. J'ai fait une cage à part. Fait qu'ils se font peser, puis après, ils rentrent dans la cage. Je trouve que quand il y en a une qui prend une note, elle a le temps de faire ça. Fait que moi, je fais des traitements, ça va plus vite un peu. Tu liras tes textes, Yannick. Je t'en ai envoyé un. Maintenant, quels sont les éléments de santé à considérer? Et on débute avec Martin. Mais je vais juste revenir aux équipements une seconde. Là. Je me suis installé 2 gros cylindres moulés de 15 tonnes là, avec des vis. Puis là, je recule mon mélangeur en dessous. Là. Ça fait partie des équipements là, que ça aille mieux faire les mélanges. La santé, la vaccination, là, c'est ça. Moi, les veaux sont vaccinés là, 1 semaine, 10 jours après le sevrage avec Vista One SQ et puis Vision 8 Somnus. Et au rappel, 3 semaines plus tard, du Vision 8 Somnus, c'est là que je fais la première implantation. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite de ça, moi, j'ai vécu quand même quelque chose de spécial au courant de mon élevage. C'est pour ça que c'est marqué « Attention quarantaine », zone quarantaine. J'ai acheté 10 stages gestantes à l'automne et puis ils venaient de loin. Puis en tout cas, ils ont passé par l'encan de Saint-Hyacinthe avant d'arriver chez nous. Et puis, je les ai débarqués dans ma bâtisse, mais j'avais un parc pour eux autres avec une buvette pour eux autres. Ils ne pouvaient pas toucher à mes autres animaux, mais en tout cas, la pagaille a pris, j'ai perdu 4 bouvillons dans une nuit. Et puis, j'ai été obligé de piquer à peu près tous mes bouvillons. Là. Il y en a 10, je n'ai pas piqué.
Et puis, j'ai été obligé de piquer aussi la moitié de mes tâches gestantes qui étaient aussi dans un autre clos dans ma bâtisse. Fait qu'une grande mise en garde aux quarantaines, là, si on rentre des animaux dans dehors. Moi, des animaux malades chez nous, je connais pas ça. Il y a des années, je pique même pas un veau au reste-fleur. La facture de vétérinaire chez nous n'est pas élevée jamais. Mais là, en tout cas, puis il y a des temps de l'année que j'ai pas grand ouvrage. Là. Il y en a qui me disent que t'es au parti partout. mais il y a des temps de l'année que je travaille pas mal. Fait que c'est pas moi qui soigne les animaux. Puis, tu sais, à un moment donné, là, quand ça va toujours bien, puis des animaux malades, t'as pas ça, mais tu vas pas y voir, là, tu sais. C'est mon employé qui les soigne. Des fois, en fin de semaine, c'est mon fils. Puis, ils n'ont pas vu venir ça, en tout cas. Puis moi, j'y allais pas, ouais. Quand ça va toujours bien, tu y vas pas, mais tu y vas pas. Fait qu'en tout cas, ça, c'est une aventure là, qui a fait mal à la rentabilité de mon essai de Bouvillon. Mais tu sais, à un moment donné, j'arrêterai pas un projet à cause de ça. Là. J'aurais pu perdre 5 veaux à naissance, puis je les aurais perdus pareil, les veaux. Là, c'est sûr, je les ai perdus plus tard, puis ça a coûté très cher de médicaments pour repiquer tous mes bouvillons qui étaient eux autres aussi malades. Et puis, quand c'est arrivé, ça, cet événement-là, la semaine suivante, j'avais une vente de vendus. Tu sais. Fait que là, j'ai été obligé de canceller la vente. Il y avait un retrait de viande de 60 jours. Fait que ça a repoussé le processus, puis ça a coûté plus cher l'alimentation. Tu sais, cette expérience, on apprend, comment on dit ça? Des fois, il faut payer pour apprendre. En tout cas, ça fait partie de mon essai. Frédéric? Nous, c'est ça, c'est l'avantage, c'est ça, le gros avantage de finir nos veaux comparé à avoir des veaux dans le camp, mettons avec un parc conventionnel, c'est vraiment une question de santé. C'est que c'est tous des veaux qui ont les mêmes souches de microbes, fait que tu as vraiment moins de risques d'avoir d'épidémies tant que tu ne rentres pas d'autres animaux, le risque est beaucoup moindre, mais souvent, aussitôt qu'ils rentrent d'autres animaux, souvent, ce n'est pas nécessairement les animaux que tu rentres qui tombent malades. Souvent, ça tombe d'un tien parce qu'ils ne connaissent pas ces microbes-là, puis là, ça part, puis tu te retrouves dans le trou. Fait que nous autres, ce qu'on aime bien, c'est qu'on finit les seuls animaux qui rentrent chez nous, c'est les taureaux qu'on achète, les taureaux producteurs. Ils ont une bonne quarantaine, ils viennent de des places qu'on a confiance, mais on fait attention quand même. Sinon, c'est vraiment tous des veaux de chez nous. Les veaux, ils rentrent à pied, fait qu'ils ont pas on diminue le stress au maximum, on les rentre, on les laisse arrêter de broyer avant des vaccinés pour avoir plus d'efficacité des vaccins, pour les faire en plein stress. C'est ça. Fait qu'au sevrage, sont vaccinés, implantés. Les mâles sont castrés à 90% à naissance. Les seuls qui ne sont pas castrés, c'est ceux qui ont un potentiel de reproducteur, qu'on va sélectionner au sevrage, qu'on va, mettons, en pourcentage, on va en couper peut-être bien la moitié de ceux qu'on avait gardés à naissance au sevrage. De ceux qu'on a gardés là, rendus après un hiver, rendus à presque un an, on va en recastrer encore la moitié. Puis il y a une partie qui vont aller travailler puis qui vont être finis par après même. Fait que l'important, c'est ça, c'est qu'en ayant un troupeau fermé, on sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques puis de problèmes de santé. En ayant un bon protocole de vaccination, nous autres, c'est ça, c'est avec nos vétérinaires, là, c'est pas nécessairement la même marque à tous les ans, mais on a un protocole vérifié avec notre vétérinaire pour l'entrée en parc, puis pour les vaches, puis on touche du bois, mais à date, ça va bien. Yves? Écoute, tout a été pas mal dit là, dans mon cas, sauf je vaccine les vaches avant de mettre le bœuf avec ou quand on insémine. Moi, j'étais suivi par Georges Paradis pendant plusieurs années, ça fait qu'il me faisait vacciner les vaches et les veaux à l'automne. Fait qu'avant d'envoyer les veaux avec, on les traite tous en même temps. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose que je peux rajouter, c'est je suis mieux que vous autres dans une affaire. C'est que ma fille travaille avec moi depuis 3 ans, puis elle est infirmière. Puis elle m'a dit, la santé animale est bonne en tabarouette. Elle dit, elle dit, ta vache-là, les oreilles basses. Ben, il dit, rentre là, puis check sa température. Fait qu'elle est rendue autonome dans tout ça. Fait que ça a l'air niaiseux. Des fois, je l'achète de faire de la mécanique pour aller faire ça. Là, elle est rendue qu'on on a plusieurs gaz. Fait qu'elle est autonome. À mon coup, le vétérinaire, il m'appelle, il dit, il y avait 2 vaches maigres. Il dit, on va checker si ce n'est pas des corps étrangers. Puis finalement, j'étais à un rendez-vous, j'étais à une réunion à la ville peut-être.
Je l'appelle, je dis, vétérinaire, il va être là dans une demi-heure. Tu as du temps de pogner les vaches? Là, elle dit, j'ai été chanceuse, ils ont rentré tout seuls. Ben, tant mieux. Fait que, tu sais, plus qu'on leur en donne, mieux qu'ils viennent bonnes. Mais le fait que ces infirmières est vraiment douée à voir les cas de problème dans un troupeau. Même, je dirais, des fois, je trouve qu'elle est meilleure que moi. Maintenant, on en a parlé un petit peu, mais on va quand même revenir sur la mise en marché et on va débuter avec Frédéric. Oui, nous autres, les Bouvillons, il y a une partie, on a un marché avec une boucherie locale. On a la chance d'avoir un abattoir à 15 minutes de chez nous, l'abattoir Adèle à Luceville. Fait que, on a une boucherie qui vend, c'est ça, eux autres, c'est tout le Bouvillon, on va dire de type, la viande AAA, ça vient de chez nous. C'est abattu l'abattoir à 15 minutes de chez nous, puis eux autres sont à 5 minutes de l'abattoir. C'est dur d'être plus local que ça. L'année passée, on a passé peut-être bien une cinquantaine de bouvillons là, mais c'est un marché qui vient de déménager là, puis c'est un marché qui est en croissance. On s'attend que ça va monter à peut-être une centaine, peut-être bien 150 bouvillons si ça va bien là, dans la prochaine année. Sinon, le reste des bouvillons sont vendus, comme je disais tantôt, sur l'enchère électronique, c'est le marché conventionnel. Ce qui nous aide beaucoup, c'est vraiment une question d'uniformité de l'eau. Tu annonces une vanne qui est l'abattoir. La première fois que tu vends une vanne, l'abattoir, ils ne savent pas t'es qui. Ils n'iront pas all-in pour payer 10 cents plus cher que le marché. Mais quand ils savent ce qu'ils vont avoir, dans une vanne, ils n'auront pas un AAA, pas un simple, pas un gros, pas un petit. Puis ils veulent savoir ce qu'ils vont acheter. Fait que quand ils sont sûrs de ce qu'ils achètent, ils sont prêts à payer pour. Fait que souvent, quand on annonce des ventes de bouvillons, ben, on réussit à avoir, même sur l'enchère électronique, on réussit à aller chercher des bons prix, souvent au-dessus de la moyenne, parce que c'est des bouvillons, des carcasses de bouvillons qui sont en demande, puis que les abattoirs sont sûrs de ce qu'ils vont avoir. Fait que nous autres, c'est ça, ce qu'on travaille beaucoup, c'est d'avoir l'uniformité. Puis ça commence par les vaches, par les taureaux qu'on met sur ces vaches-là, puis par les bouvillons de la manière qu'on va les soigner. Fait en faisant ça, tous les bouvillons qu'on rentre, c'est sûr que c'est pas un moulin, là, c'est pas des bundles de 2x4. Ça. Il y en a ils ne sont pas tous pareils. Il y en a des meilleurs, il y en a des moins bons, avec les mêmes vaches et les mêmes taureaux. Mais en moyenne, c'est des bouvillons qui sont sensiblement tous pareils. Fait que souvent, on les rentre, sont au sevrage, sont vaccinés, on les laisse arrêter de broyer. Puis quand on les classe, nous, dans le parc d'engraissement, on fait des parcs de 40, on fait des parcs d'une vanne. Fait que quand ils sont classés par sexe puis par poids, 40 par 40, souvent, ils finissent leur vie ensemble. On ne les remêle jamais parce qu'ils ont tous le même rythme de croissance, parce qu'ils ont tous la même génétique, ils ont tous le même potentiel. Fait que ça fait des lots super uniformes, c'est facile à gérer. Il n'y a pas de reclassement puis de bœufs qui quand tu les remêles, qui vont se courir après puis qui vont perdre du temps. Là. Ils sont vraiment tous pareils puis ils finissent leur vie tout ensemble. Yves. Ben moi, je suis bien chanceux dans un sens parce que un cousin qui est de mon âge, qui a la même entreprise que moi, à 8 km. Fait que des fois, on appelle Scott, puis on lui dit on aura 2 lots ou 3 lots, tout dépendant comment on a des mâles puis des femelles, ils sont séparés bien souvent. Fait qu'on peut remplir un transport. Puis l'autre avantage qu'on a aussi, c'est qu'on a Jean-François Breton qui livre régulièrement des vannes de vaches de réforme, de l'Abitibi à aller jusqu'à chez Cargill. Souvent, il dit, hey, il y aura une dizaine de places en arrière. Ben là, j'appelle Scott, il y aura une dizaine de têtes. Ça fait qu'on peut finir nos animaux plus gros, les topper le plus possible, puis les sortir quand on veut. Mais on essaie surtout de les sortir avant fin juillet, parce qu'après ça, des fois, le prix a une petite drop. Là. Mais on peut en sortir à partir de février constamment des petits lots si on veut. Souvent, on sort une demi-vente, puis le restant, c'est de la vache de réforme dedans pour s'en aller à l'abattoir. Je n'ai jamais eu de problème de santé à date. On était à 6h30 de l'abattoir. Ça a l'air niaiseux, mais c'est un avantage, cette façon de sortir de nos animaux-là. Mais souvent, on sort des ventes complètes, séparées en deux. 20 à mon cousin, 20 à moi, des fois 10 à moi, 30 à lui. La fois d'après, c'est l'inverse, des choses de même. Je trouve que c'est un bel avantage, ça. Martin? L'avantage que j'ai, moi, c'est que j'ai l'abattoir Forgette qui est à 1h15 de chez nous, au lieu de 6h30. Fait que, mais ça reste que Scott est venu voir mes bouvillons, puis il était prêt à les acheter aussi. Là. Mais la petite abattoir, en tout cas, Forgette, mon pack, là, ils viennent, si j'ai 10 bouvillons, ils vont venir chez 10 bouvillons. Fait que dans le fond, j'ai fait
3 ventes. Dans le fond, une vente de 10. Après ça, j'ai vendu une vente complète, puis j'ai fini encore avec un dernier 10. Fait que ça a bien été. Là. Ouais, Fred. Chez nous, ce que j'ai oublié de dire aussi tantôt, l'avantage, nous autres, d'avoir le petit marché plus local, c'est que je peux justement faire un peu comme Yves, puis rendre mon lot, quand j'envoie une vanne, qui soit le plus lourd possible, parce que j'envoie tout le temps le meilleur, celui qui serait parti pour dépasser les autres. Puis tu dis, je vais shipper à la vanne, lui, il va passer droite. Bien, souvent, ces bœufs-là, ils s'éliminent à mesure parce qu'ils s'en vont sur le local. Fait que ça me fait des voyages vraiment plus égales. Tu sais, les 2, 3, 4 exceptionnels du voyage, souvent, ils s'en vont avant les autres. Fait que ça permet d'avoir des voyages plus égales. Puis pour ce qu'on fait aussi, qui se fait moins, c'est que nos réformes, on les finit aussi. On les engraisse souvent, les réformes, je ne dis pas ceux qui sont vieilles, ceux qui sont mal, ceux qui n'ont pas de potentiel de s'engraisser, on les réforme tout de suite. Mais toutes les vaches tendres, parce que ça arrive, nous autres, on ne donne pas de chance. Fait que la vache vide, quand c'est jeune, quand c'est vieille, une vache vide, c'est une vache vide. Fait qu'on les engraisse, on va chercher plus cher, soit à réforme ou l'abattoir Adèle ont commencé à. Ils ont pris la certification Bœuf du Québec, puis ils vendent de la vache de réforme. Là. Fait qu'ils achètent de la vache locale. Fait que souvent, on lui passe là-bas de la vache engraissée. C'est chez nous, pareil, là, et j'ai mis ça des vaches à finition. Puis j'ai 2 taures là, qui avaient avorté. Une, en tout cas, qui a avorté plus jeune, puis une autre prématurée. Mais c'est des animaux que j'ai mis à l'engraissement, que j'ai vendus. Exemple, 4000 pièces au lieu d'envoyer ça à l'encan de Saint-Hyacinthe, j'aurais peut-être eu de la misère à 2000. Là. Fait que ça, c'est toutes des petites choses qui améliorent la rentabilité. À un moment donné, c'est comme Fred l'a dit tantôt, moi c'est pareil, tu sais, toutes les taures que je mets, j'ai fait inséminer un coup par synchro, après ça je mets le taureau pas longtemps, puis là, mais tous ceux qui sont pas pleins, mais ils s'en vont à l'engraissement. Parce que sinon, ces animaux-là, ils n'ont pas trop leur place à l'encan spécialisé. À la réforme, ça ne vaut pas cher non plus. Là, quand tu es refini, mais tu vas chercher le maximum tout le temps. C'est un paquet de petits avantages. Sylvain, tu avais une question? Non, on ne les implante pas. On les met sur la ration des bœufs, là. Mais non, on ne les implante pas. Souvent, les vaches ne sont pas là longtemps non plus. Les vaches, ça fait pas de frame. C'est juste de s'engraisser. Le body est fait. Fait que c'est assez vite engraissé. Là. Puis tu as l'option C aussi. Tu l'engraisses. Puis tu avais un de tes chums qui te paye en cash. On va continuer avec les clés de la rentabilité. Ça pourrait quelqu'un pour le dire. Donc, quelles sont les clés de la rentabilité pour toi, Yves? Un bon consultant. Martin en avait parlé l'autre fois. Je pense que c'est la clé du départ. Il y a aussi, quand vous finissez vos veaux, il y a des programmes, des PPA, avec ACC. Si vous n'avez pas le financement, vous pouvez aller sur un prêt sans intérêt. Vous avez droit jusqu'à 100 000, 300 000, 350 000 à cette heure. Fait que c'est quand même bien. Ben, tu as des petits frais, puis la caisse, ça se gâte un peu aussi quand elle te monte ton dossier. C'est pas un problème. Il y a l'Astra, que tu perds une année d'Astra. J'ai vérifié, moi, pour faire 2 entités. J'ai déjà 2 entités. Tout ce qui est en culture, en grande culture, en foin, c'est une entreprise sans actif. Puis là, ben, Groupe Yves Bergeron, lui, il a tout. L'actif est tout, puis il loue les terres à Yves Bergeron. Mais faire vache-veau, Bouvillon, c'est plus compliqué avec l'Astra parce qu'il te demande vraiment un chèque, un montant de verser un à l'autre. Tandis que l'autre, on peut se le faire dans la même transaction à la fin de l'année. Tu vas à la caisse, tu dis, hey, je vais virer 250 000, tu vas virer 250 000 dans mon compte. Là, bon, ça se fait, ça. Mais au niveau, vous parlez d'une année d'Astra. Mais en fait, juste pour préciser, c'est que l'Astra, elle est compensée au moment de la commercialisation de l'animal. Donc, c'est pour ça qu'on perd comme une année. C'est la première année qu'il n'y a pas de l'Astra veau d'embauche ne va pas rentrer au moment où vous commercialisez vos veaux, mais elle va rentrer lorsque vous allez commercialiser vos bouvillons. C'est ça. Le plus dur, c'est la première année parce qu'il faut que tu les supportes à l'autant de tes ventes. Parce que la première année que tu ne vends pas ces veaux-là,
ben, ils ne sont pas comptés dans ton ASRA. Fait que tu as comme un trou à l'autant que tu commences. Un coup que la roue est partie, tu as tout le temps l'ASRA sur les veaux de l'année d'avant, finalement, que tu vends fini. Mais au maximum, tout le temps à 750 livres parce qu'ils sont vendus finis. Là. Fait que, oui, tu vas chercher le maximum d'ASRA, mais c'est de partir la roue qui est plus dure. C'est sûr qu'une année qui n'aurait pas d'ASRA, tu sais, mettons que le prix, comme les prix actuels, puis en montant, ben peut-être, j'ai pas fait le calcul, mais il y aurait peut-être moins de pertes là. C'est sûr que tu supportes des veaux qui valent plus cher, mais tu n'auras pas cette perte-là. Je ne sais pas si ça serait plus économiquement plus rentable de le faire, je n'ai pas fait le calcul. Le timing serait meilleur d'après moi. Aussi. La question, c'est les veaux sont vendus en moyenne à quel âge? Ben, chez nous, ça commence à 18-19 mois, puis ça finit à 22 mois. Par à peu près 18-20 mois de moyenne. Là. Les meilleurs vont partir à 900-950 livres à 16. Puis les derniers d'un petite femelle, d'un veau plus jeune, ben, ça va aller à 23-24. Mais contre 20 mois de moyenne, tu ne te trompes pas. Là. Pas mal semblable chez nous. 16, 17, 18 mois. Tantôt, je n'ai pas parlé, mais je suis quand même content parce que la moyenne de mes lots, ça a fait 970 livres carcasse. Les classements étaient très raisonnables. Il y a beaucoup de triple A, quelques double A. Une première, là, moi, j'étais content de ça. Là, on est dans la clé de la rentabilité, mais ouais, comme je l'ai parlé tantôt, là, réorienter les femelles là, qui sont à l'engraissement, c'est toutes des choses qui améliorent. Ensuite de ça, pourquoi j'avais écrit ça? De certaines décisions, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de s'entourer de bonnes personnes, là, autant pour l'alimentation ou la gestion, si on peut dire. Là. Jocelyn, justement, est ici. Il m'a fourni un bon calculateur, là, qu'on rentre plein de chiffres pour ça l'aide à prendre des décisions. Là. On a une idée avant de commencer là, de ce que ça va donner. Ça, c'est des choses bien importantes parce qu'à un moment donné, toujours en l'air, là, c'est. On oublie, mais avec ce fichier-là, là, t'oublies pas de case, tout est là. Frédéric? Ouais. Qu'est-ce que j'avais dit? La clé de la rentabilité. Ben, c'est ça. La clé, c'est ça, c'est de finir des bons animaux. Souvent, le monde a l'idée de dire, je vais finir des bœufs, je vais finir les bœufs que je me fais voler, je vais finir ceux-là. Mais souvent, les veaux qui valent moins cher, c'est pas les plus performants, puis c'est pas avec ceux-là. Mais s'ils sont pas bons ailleurs, ils ne seront pas nécessairement meilleurs chez vous. Souvent, là, on a l'idée d'essayer de sauver le chou à la chèvre, là, mais c'est plus payant de finir des bons animaux. T'es mieux de finir tes meilleurs. Oui, ils valent plus cher aujourd'hui, la journée que tu les vends, mais c'est avec eux autres que tu vas réussir à faire de l'argent aussi. Les gars, ces veaux-là, ils valent de quoi? Parce qu'ils sont bons. Puis, il n'y a pas de miracle. Là. C'est dur de faire de quoi avec rien. Là. Fait que c'est de se concentrer, d'avoir des bons animaux, l'alimentation, de se faire conseiller par des professionnels. Puis, avant de commencer, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est aller en voir. Aller en voir 2, 4, 5, 10 pour voir différents modèles, différentes manières, puis faire votre idée, votre manière à vous autres. Parce que c'est pas parce que quelque chose marche chez eux ou que ça marche chez nous, que ça marche chez eux, que ça va marcher chez vous. Il y a autant de modèles qu'il y a de producteurs, puis on a chacun nos contraintes puis nos forces. Fait qu'il faut vraiment travailler là-dessus pour être le plus efficace possible. Maintenant, on va y aller avec les plus grands défis. Martin? Les plus grands défis, mais c'est sûr que le statut sanitaire là, de l'entreprise, ma bad luck, ça, c'est un grand défi. Mais ce que j'ai quand même trouvé, des boiteries, il y en a passablement. Là, et ça, c'est de quoi je ne m'attendais pas. Et les animaux, à un moment donné, ça profite vite, puis ça vient pesant. Puis, en tout cas, moi, j'ai eu je m'attendais pas à avoir autant de quelques boiteries que le vétérinaire vienne réparer, si on peut dire, là, des abcès, des petits piétins. Là. Puis c'est sûr, les paiements d'assurance, là, comme on en a parlé tantôt, là, quand tu commences, tu n'as pas toujours l'ASRA, puis il faut
faut les supporter, ces veaux-là. Quand tu es habitué de les vendre, faire les paiements, puis là, tu les vends pas. Là, il faut que tu trouves des. Tu t'assises avec ton banquier, puis des PPA. Là, ça a été un très bon outil. C'est un peu ce que je peux vous dire. Frédéric? Chez nous autres, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment, nous autres, en étant tous sur l'anglais, c'est tout du Angus noir. On travaille bien gros sur notre génétique pour aller chez des animaux vraiment à haut potentiel de croissance, pour aller chercher vraiment des taureaux. On n'achète pas des petits taureaux à 4 de frame pour faire des. Parce que souvent, le bœuf qui est plus petit de frame, maintenant, il n'y a plus de place. Il a bien beau manger, il a bien beau essayer de faire du gain. Il n'y a plus de place à en mettre. Là. On essaie de, nous autres, vu qu'on est des animaux, on n'a pas de la grosse vache, c'est tout de la petite vache. Fait qu'on essaie de, justement, par la génétique, essayer d'augmenter nos carcasses, pour faire aller chercher des carcasses qui tirent plus. En moyenne, on sort autour de 900 livres carcasses. En moyenne, un mâle femelle l'un portant l'autre, mais on essaie d'augmenter ça plus en allant vers le 1000 livres le plus possible. Là. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait demain matin. Tu achètes des bons taureaux, ça prend 3 ans avant que tu vois le résultat. Là, parce que là, tu mets le taureau avec les vaches, le temps qu'il veille, le temps que tu les engraisses. Fait que c'est pas des opérations qui se font vite, mais c'est ça nos objectifs. On travaille fort là-dessus quand même pour essayer de s'améliorer. Yves, les défis. L'assurance, l'Astra dans le Bouvillon, là. Je ne sais pas si je peux dire que c'est de la grosse marde, là, mais c'est pas loin. On a bien beau leur expliquer à la financière que ça ne marche pas. Dans notre coût de production, on a du soya, on a du maïs qui est comptabilisé là-dedans. On n'a vraiment jamais vraiment le coût rentable du Bouvillon fini. Il y a des entreprises qui ont tout ça dans la même entreprise. Moi, c'en est une raison pourquoi je l'ai séparé, là, pour séparer mes vaches, mes veaux. Là. Tout mon végétal d'animal, c'en est une. Mais on a réussi à faire des gains, là. On a ramené la naissance. Avant, le veau, l'assurance payait le veau 1er janvier. Tu les achetais, le prix comptait du 1er janvier au 31 décembre. On les a dit, les veaux qu'on sort au mois de janvier, là, on les a achetés bien avant ça. Fait qu'ils ont commencé à calculer le prix de septembre à septembre. Fait que déjà là, ça, c'est un gain. Mais ça arrive souvent, c'est arrivé souvent dans les dernières années que le prix qu'ils ont mangé en grains, on va dire, ça payait bien, ça valait la même affaire que si on l'aurait vendu à quelqu'un d'autre, tu sais. Mais on a le retour de fumier, tu sais, on a certaines choses. Fait qu'il faut s'attendre à ça dans une expérience de même. Comme Fred, il dit, allez en voir. Mettez pas vos œufs dans le même panier. Nous, en région, ben, c'est le transport, l'essence. Si vous avez des bons coûts de production dans le vache-veau, c'est un peu grâce à nous autres. Hein? On fait monter le coût du transport puis le coût des intrants. C'est le coût des... c'est ces affaires-là qui sont des défis. Les défis aussi, quand on est petit éleveur, des fois, s'approprier des sous-produits, c'est moins évident. Là, si tu vas chercher des sous-produits à la meunerie à petit volume, mais là, c'est sûr que ça tombe hors prix. Moi, exemple, j'achetais de la drèche d'éthanol sec en poche au début, bien, ça revenait à 700$ la tonne. Là, je n'ai pas fait ça longtemps, mais en tout cas, là, je me suis trouvé un éleveur de porc qui va chercher de la drèche à toutes les semaines à Varennes, et puis là, il me câble, ma vanne, elle va être là à telle heure. Fait que là, je vois là que ma boîte à grains, je vais mettre en dessous du tuyau de l'élévateur, puis là, il m'emplit ma boîte, puis il me vend ça 3,50 la tonne, là, comme le prix le plus raisonnable. Mais ça, quand on est petit, c'est un défi, là, les sous-produits. Puis une chose, je pense que quand on est petit, puis on veut, petit ou gros, faire des bouvillons, la marge de profit n'est pas grosse, fait que jamais il faut que, je ne sais pas comment dire ça, il faut que ça performe, il faut que ça se fasse le plus vite possible. Si tu ne donnes pas la bonne alimentation, puis tu t'étires, puis tu te dis c'est pas grave, mais tu vas vendre ton animal vieux, puis pas de bon classement, pas de bon poids. Si tu veux que ça soit rentable, il faut que ça se fasse vite. Je connais pas ça, mais ce que je me fais dire, plus l'animal est jeune, plus il converse, c'est des petits bolides de course, il faut pas t'y lâcher. L'important, c'est pas le montant qu'il y a sur le chèque quand tu reçois le paiement, c'est ce qui reste net au bout. Si tu reçois un gros chèque, mais que tu as dépensé 200$ de plus, tu es aussi bien de pas en faire.
C'est vraiment une question de rentabilité, de voir qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça donne, il faut qu'il en reste. Tu ne peux pas finir des bœufs pour défaire de l'argent. Quelles sont vos plus belles réussites? On va commencer par Frédéric. Il y en a plein. Première chose, c'est notre troupeau. On est bien, bien fiers de ça. C'est souvent ce que le monde remarque le plus quand il vient. On fait beaucoup de visites chez nous. Fait que c'est vraiment l'uniformité. Le monde arrive, puis tu vois la première vache passer, puis la dernière, puis tu as l'impression que c'est la même. Là. Fait qu'on travaille bien, bien, bien fort là-dessus. Puis justement, c'est une question de vision puis de discipline. Fait que c'est dur d'avoir justement un troupeau uniforme si à toutes les fois qu'il te passe une idée, tu pars à gauche, tu pars à droite, ça finit que ça se place jamais. Moi, si je peux vous dire de quoi, c'est de choisir une manière, puis de se coller à ça, puis d'être discipliné, puis de ne pas changer d'idée à toi et 6 mois. Fait que ça finit que c'est payant. Fait que ça, on est bien, bien, bien fiers de dessus. Ce qu'on fait, on a bien des systèmes qu'on a, je vais dire ça de même inventé, là, mais on se fait ben, des chorales qu'on a fait chez nous, des chorales extérieures en bois, des systèmes qu'on a fait qui ne nous ont pas coûté cher, qui travaillent super, super bien. Souvent, le monde a l'impression que ça prend de la grosse installation, mais il y a des systèmes qui travaillent super bien. C'est pas obligé de coûter cher pour bien aller. Fait que des fois, juste prendre le temps d'y penser puis de voir avec les limitations et les forces qu'on a sur le terrain puis avec les matériaux qu'on a chez nous, souvent, il y a moyen de faire de quoi qui va super bien sans dépenser une fortune. Puis là, les machines, c'est ça. Notre dernier investissement, c'est ça. C'est le télescopique. C'est une machine qu'on aime beaucoup. On ne pensait pas d'acheter ça. Puis on sauve extrêmement de temps avec ça. C'est 3 fois rapide comme un tracteur. Puis ça run à vapeur de fioul. Fait qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette machine-là. Sinon, ce qu'on voit là, le H-Power, ben ça, c'est un indispensable. Là. Il y a du millage, mais c'est le genre de machine qu'on ne peut pas se passer. Là. Yves. Écoute, je suis bien fier du pack d'engraissement que je me suis fait. Là. Je l'ai fait avant la pandémie, ça fait que ça a coûté pas mal moins cher. Puis après, tu réalises, je n'avais pas le choix de m'en aller dans cette direction-là. Si je veux avoir une pérennité pour ma ferme, là, être bien organisé au niveau de l'environnement aussi. Je dirais travailler avec ma fille, c'est une belle réussite. C'est même plus important que je pensais. Je pense que ça, c'est vraiment de bord en bord, travailler avec son enfant. Là. Surtout quand on a une belle complicité. Moi, quand elle me dit « pas un idée », je dis tout le temps « garde-toi ». Ah ouais, on va d'avant. C'est comme ça qu'on avance. Il n'y a jamais de mauvaises décisions. Il y a juste des meilleures décisions. Il n'y a pas de mauvaises idées. Il y a juste des meilleures idées. De plus en plus, on fait un peu plus de grandes cultures. Fait que, comme que je disais tout à l'heure, ce que ça nous coûte en intrant, on essaye de le revendre en céréales pour payer ça pour que ce qui nous reste clair à nous autres. J'ai certains défis là, encore au niveau de l'alimentation. Si je peux m'en aller sur lâcher pour avoir un mixeur, là, je serais bien content. Mais travailler avec mon père qui a 88 ans, hier, il a eu 88 ans, qui était en forme. Tu sais, notre ferme, c'est comme un camp de chasse. Hein? On veut tout le temps l'avoir mieux organisée, mieux faite, puis tout quand on la regarde. Fait que je fais pareil chez nous. Martin. Les réussites, on en a parlé tantôt, là, bien se préparer, s'entourer de bons de gens professionnels. Suivi accru de la croissance des pesées de 30 à 45 jours. Encore plus de fumier pour les champs. C'est sûr, la réussite, moi, je suis content je suis content de ce que j'ai accompli. Je suis content de la ferme la ferme que je possède aujourd'hui. Tu sais, moi aussi, mon troupeau, là, j'ai investi énormément là, dans la génétique. Depuis que je travaille à temps plein sur la ferme, là, j'ai changé de vitesse, on peut dire. Là, quand tu es toujours là, ça l'aide énormément. Tu sais. Cette année, sur 100 vélages, j'ai 95 veaux vivants. Tu sais, puis, j'ai eu un avortement de tord, puis une vache, puis une tord prématurée. On a passé un veau par accident dans la faucheuse à foin, puis il y en a un autre que je ne sais pas lequel. Mais, tu sais, puis c'est tous des vélages au champ, puis c'est toutes des façons faciles
les heures passées par vache chez nous d'une année sont très faibles. Là, les heures sont faibles, les résultats sont très bien. C'est pas facile d'arriver aux deux, mais justement, en sélectionnant beaucoup dans la génétique, puis réformer tous les problèmes à longue, mais c'est là que tout s'améliore. Moi, c'est pareil, il faut que je descende une vache du champ parce qu'elle est trion trop gros, puis le veau pour être tété, mais ce coup-là, je mets le veau après trion, elle s'en va à l'encan après. Ils ont le doigt une chance. Quand le veau ne tête pas, c'est l'encan. Fait que ça finit que maintenant on se ramasse avec un bon troupeau, puis pas trop d'ouvrage. Puis toutes les méthodes aussi de garder les vaches l'hiver en enclos d'hivernage. Et on soigne ça 2 jours au bal-ronde. Tout est facile, puis tout est rapide. Là. Le paillage, moi aussi, j'ai un hache-paille comme Fred. Là, et c'est des outils indestructibles. Puis c'est bien rapide de mettre de la paille, puis ça met n'importe quoi. Là. Du soya, du maïs, gelé, pas gelé, tout passe dans ça. Mais en tout cas, c'est ce que je peux dire, là, c'est d'organiser ça pour que ça soit facile, efficace, puis rentable. En tout cas, je suis fier de où je suis rendu. Il existe mieux, mais moi, je suis fier de ça. Maintenant, pour finir, j'aimerais... Oh, excuse. La question, c'est, ils font veiler toutes leurs vaches l'été, donc est-ce qu'ils ont des problèmes de coyotes? Moi, en 20 ans, je me suis fait manger un veau jumeau par un coyote. Il y en a des coyotes, on les entend, on en voit parfois, mais c'est pas... Nous autres, pareil, des coyotes, pas tant. On a plus de problèmes avec les oiseaux, soit urubus, par chez nous, on a une réserve, il y a même des aigles à tête blanche qui viennent. On a plus de problèmes avec les oiseaux qu'avec les coyotes. Parce que souvent, les vaches, surtout qu'ils approchent un coyote, les vaches se mettent en mode défense, tandis que les oiseaux sont habitués que les corneilles viennent manger les délits, puis tout, on dirait qu'ils ne s'occupent pas de ça. J'ai déjà vu, moi, un urubu picocher après un veau, coucher à côté de sa mère. Fait que c'est plus problématique, ça, que des coyotes. Donc, pour finir, nous allons y aller avec votre principal conseil pour un producteur de veau d'embauche qui veut démarrer en production de bouvillon. Ben, poursuivre la production. Oui, on a mentionné un peu tout le long. Non, mais c'est Yves, mais je vois qu'il se forçait les yeux. Ben, je répète un peu ce que Martin a dit, s'entourer de bons consultants, Mano, il faut tout le temps. Une chose que je veux mentionner, quand vous avez la chance de vos veaux, vous les pesez souvent quand ils partent, mais quand ils partent pour l'abattoir, c'est pas mauvais d'en peser quelques-uns. Des fois, on s'aperçoit que c'est la vache qui ne donnait pas de lait. Finalement, le veau, il marche. Tu sais, le veau s'est mis à marcher après, c'était la vache qui ne donnait pas de lait. Tu sais, des fois, tu t'expliques des affaires, tu dis, non, c'est qui ce veau-là? Là, tu commences à regarder son numéro. Hein? Mon Dieu, il a marché, tu sais. Des fois, là, tu dis, oh, là, tu vois la vache, tu dis, c'est elle qui ne donnait pas de lait, là, tu sais. Parce que le grain compense, évidemment, là, quand ils ont des bonnes poussées. Des terres drainées, travailler la santé, la génétique, répartir nos risques, faire de la grande culture, bouvillon, abattage, vache-veau. Dans des régions comme la mienne, je pense que c'est important. Martin? Ce que je pourrais dire, là, rajouter de plus, c'est sûr, avoir des veillages le plus rapprochés possible pour essayer de faire pour que les animaux se ressemblent le plus possible. Ça, c'est bien important. En tout cas, comme chez nous, moi, les opérations, c'est tout one shot. Tu sais, quand j'arrive, le sevrage, c'est tout le monde. Et tout le monde est sevré en même temps. Tu sais, ça l'aide beaucoup aussi dans l'ouvrage. L'ouvrage se fait bien mieux quand tu fais ça tout d'un coup que faire ça par petits coups. Puis après ça, mais ça prend beaucoup plus d'enclos. Exemple, séparer des vaches qui n'ont plus de veaux, des vaches qui ont encore des veaux. En tout cas, en faisant ça, tout rapproché, tout ensemble, ça fait que le travail est beaucoup mieux. Frédéric? Ben, comme c'était écrit pour Martin, vraiment de pas commencer avec l'idée de finir les mauvais animaux pour essayer de faire mieux avec ceux-là. Vraiment, y aller avec nos animaux les plus performants, c'est eux autres qui vont être les plus rentables parce que justement, ils ont le potentiel
de faire ce qu'on veut faire avec eux autres. Quand on fait des prévisions, pas se dire que ça va bien aller. Y aller vraiment conservateur, puis si ça va mieux, ça sera tant mieux, mais au moins, tu n'auras pas de la mauvaise surprise de dire « Ah, si, c'était plus serré que je pensais, puis ça n'arrive pas. » Y aller vraiment conservateur au maximum, ça donne une chance de ne pas se barrer les pieds puis de tomber. Puis, c'est ça. L'uniformité est pour beaucoup. Puis, en ayant la production de bouvillon, après, tu améliores beaucoup ton troupeau de vaches, parce que la vache qui te fait un veau qui n'est pas payant, après 1 an, 2 ans que tu vois, c'est qui ce veau-là? Ah, c'est tout le temps la même maudite vache qui te fait un veau pas bon. Ben, même si elle veille, tu claires elle, puis tu t'améliores ton troupeau en général parce que tu vois le résultat fini. Parce que les veaux à 600 livres qui sont beaux, c'est pas nécessairement les meilleurs rendus à 16-17 cents. Un veau qui paraît bien à 600 livres, ça dépend de la vache, quel lait qu'elle a donné. Mais le veau qui a du potentiel pour faire du gain, c'est un coup qui rentre en mangeoire que tu vois la différence. La question est concernant les critères de sélection des taureaux. Chez nous, c'est ça, c'est tout de la vache Angus, toute de la petite vache. On n'a pas de grosses vaches, on n'a pas de vache qui pèse la tonne, c'est de la vache de 1500 livres à peu près en moyenne. Là. Fait qu'on choisit vraiment des taureaux avec le maximum de performance qu'on peut aller chercher. Mike, qui est à prendre des taureaux, on ne choisit pas seulement les taureaux faciles au vêlage, on prend des taureaux qui vont être corrects, mais qui nous amènent vraiment beaucoup de power pour avoir du gain en parc d'engraissement. Parce que souvent, les taureaux qui ont tendance à veiller les plus petits, ils sacrifient. On va dire le problème du Angus présentement, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de veaux qui viennent de taureaux à tort, qui veillent le petit pour veiller sur des torts, puis qui manquent de performance après, puis ils arrivent dans les encamps, puis souvent les gars disent « Ah, mais les maudits Angus, ils ne marchent pas. » Mais il n'y avait le pas pour faire ça. Il n'y avait pas le potentiel. Ils ne sont pas nés pour avoir du potentiel pour battre tout le monde. Mais le taureau Angus qui a fait le potentiel, qui a fait la croissance d'un charolais, ben lui, ses veaux, ils vont marcher. C'est vraiment de sélectionner des animaux avec le potentiel de performance qu'on veut avoir. Ben, ça dépend du genre de vache que tu as aussi. Nous autres, c'est ça. Moi, comme je te dis, c'est toute la petite vache. C'est des vaches que, naturellement, ils ont tendance à faire un petit veau. Il n'y a pas la vache, que je mette le taureau que je veux, elle, naturellement, elle a envie de faire un veau de 70 livres. Quand même que je grossirais et qu'il ferait 85, là, ça va juste bien faire. Si je mets des taureaux faciles au vêlage sur le genre de vache que j'ai chez nous, ça va faire des petits chats puis je ne gagnerai rien. Fait que, on peut se permettre, à cause du genre de vache qu'on a, d'y aller vraiment au maximum sur la puissance des taureaux. Ça serait une manière de le faire. Nous autres, on les fait toutes. C'est sûr justement, on vit avec les performances, c'est ça. On a des femelles, on a des mâles, puis il y a une partie de femelles qui est finie, puis sur le nombre, il y a tout le temps un pourcentage qui ont moins de potentiel. C'est pas un moulin, ils ne sont pas tous pareils. Mais on vit avec le fait que les meilleurs, on va chercher l'argent qu'il y a dedans, puis les jeunes, pas les jeunes, mais les moins performants, souvent, c'est des veaux qui sont plus jeunes, ou les jumeaux, ou des veaux, peu importe, pour différentes raisons, il y en a tout le temps. Là. Fait que, oui, il nous coûte un petit peu plus cher à faire, mais un coup fini, ça finit qu'on va chercher le même prix carcasse qu'un bon pareil. Il nous coûte un petit peu plus cher à faire, tandis que ces veaux-là, avec moins de potentiel d'un encan, ils ne se vendraient pas bien non plus. Fait que, possiblement que ma perte serait encore plus si je les envoyais à l'encan. On a quelques questions en ligne. On va en prendre quelques-unes, puis après ça, on va y aller avec vous, les gars. Merci. Oui, donc je vais me promener après. Oui, on t'entendait. Voilà? OK. Donc, je vais prendre quelques questions qui étaient... On m'entend plus. On m'entend plus? On m'entend? Moi, je m'entends. OK. Donc, si le PPA passait de 350 000 à 100 000, est-ce que ça aurait un impact sur vos décisions d'entreprise? Ben moi, écoute, ça serait un petit impact j'aurais plus d'intérêt à payer un petit peu. Mais là, de quel montant exactement, il faudrait compter, mais oui, un petit impact monétaire. Sensiblement la même chose. C'est sûr qu'il y aurait de l'intérêt. Ce 350 000-là sans intérêt, c'est sûr qu'il donne une grosse chance sur le paiement d'intérêt ou que tu paierais sur une marge de crédit ou autre chose.
C'est sûr que s'il était moins, ben, on va prendre la partie qui est disponible, puis le reste, ben, ça va être sur une marge de crédit. Là, il n'y a pas de solution miracle. Moi, j'en ai un cette année parce que le canola n'est pas encore vendu. Là. Il est dans le silo. Le prix avait baissé. On dit que ça se replacerait peut-être en mai, en juin. Ça fait que là, les pays en train d'année passée avec ça. Sinon, est-ce que, Frédéric, tu pourrais revenir un peu sur tes nourrices, comment ça fonctionne, t'en as combien? Ben, souvent, c'est que quand les veaux, tout dépendant du nombre d'embryons implantés, souvent, je fais les embryons, mettons, les vaches à jumeaux, parce que nous autres, c'est ça, c'est tout du vêlage au champ. Fait que souvent, les jumeaux, la vache, elle va se coucher, elle va se mettre à l'écart, elle va vêler ses deux veaux, elle les aime les deux, puis tout, mais ça finit toujours qu'on en perd un ou qu'il y en a un qui est plus dominant sur l'autre. Fait que souvent, on laisse celui qui a l'air d'aimer le plus ou celui qui suit, puis on y en vole un, puis on les met sur ces nourrices-là aussi. Fait que on met, tout dépendant de la vache, là, tout dépendant de la production de la vache, souvent on met 3 veaux par vache. Là. Fait que ça va vraiment avec le nombre de veaux. Si on a, mettons, une semaine que j'ai 4-5 couples de jumeaux dans la semaine, ben, je vais me trouver 2 vaches, puis on les fait têter après ça. Puis l'année passée, j'en avais 5. Fait que on les fait élever les veaux, puis aussitôt qu'on sève les veaux, les vaches sont réformées, on les fait pas saillir à rien. Là, ils sont vraiment là juste comme boîte à lunch. Là. Non, c'est des vaches Holstein. Donc, la question, c'était est-ce que c'est des Angus? Donc, c'est des Holstein. Donc, quels sont les principaux coûts économisés lorsque vous demeurez propriétaire des animaux? Ben, les coûts en partant. Moi, exemple, si j'envoie des veaux à l'encan, mais c'est une quarantaine de dollars de transport par veau, la commission à l'encan. Ensuite de ça, la perte de poids en les vendant pas, on n'en a pas. Puis là, quand j'ai mis en mise en marché mes bouvillons, mais c'est l'abattoir qui vient chercher, il n'y a toujours pas de transport à payer. Fait que c'est ces économies-là en gros. Là. Rien à rajouter? Quel poids carcasse chacun vous visez pour vos bouvillons? Ouais. Les mâles, proche de 1000 livres. Des fois, il y en a qui dépassent. Les femelles, on aime bien ça quand ça pèse 800 et un petit peu au-dessus. Là. Chez nous, c'est autour de 900 en moyenne, là, un emportant l'autre. Les mâles font un petit peu plus, les femelles un petit peu moins, mais grosso modo, autour de 900 livres moyenne. Moi, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait 970 livres de moyenne, là, mais j'aimerais ça, pareil, approcher atteindre le 1000 livres. Yves, tu l'as mentionné un petit peu, mais les deux autres, est-ce que vous prenez des contrats pour garantir vos prix? C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, Martin? Moi, non. Au volume que j'ai, puis en tout cas, pas encore assez d'expérience pour dire que mes veaux vont être prêts à vendre à telle date. Fait que je n'ai pas embarqué dans ça. J'ai un petit volume. Ouais, nous autres non plus. Puis souvent, les contrats, c'est des contrats flat. Fait que nous autres, c'est des bœufs. Sur les voyages, ça sort à 90, des fois plus, 90-95% de AAA. Fait que c'est des voyages souvent qui sont en demande. Fait qu'on réussit souvent mieux sur le marché spot à l'enchère électronique que d'essayer de les placer directement. Fait que nous autres, on préfère y aller comme ça. Tantôt, je ne l'ai pas mentionné, mais moi, exemple, j'ai vendu à l'abattoir Forgette, mais sur le prix de l'enchère, mais je n'ai pas annoncé, mais je n'ai pas vendu mes veaux par l'enchère. J'ai juste pris le prix de l'enchère de la semaine. Tes bouvillons, tu veux dire? Oui, quand j'ai vendu mes bouvillons. C'est comme que Martin dit, moi aussi j'ai un petit volume, mais cette année, on en a pris. On a pris 2 vannes sur 102 veaux à finir. Ça fait qu'on a du jeu un peu là-dedans. Là, mais le prix était tellement bon qu'on disait. Mais c'est la deuxième fois dans ma vie qu'on prenait un contrat. Là. Parfait. La question, en fait, je pense que ça va être Laurie qui va pouvoir répondre, mais avec l'enchère électronique, est-ce qu'on peut vendre seulement à la vanne ou si on peut vendre des plus petits lots? En fait, c'est Yannick qui passe le micro à Yannick. En fait, c'est préférable à la vanne. Donc, auparavant, on pouvait vendre des petits lots. Donc, on organisait des chargements complets. On mettait des fois 2, 3, 4 producteurs dans le camion. Mais maintenant, à cause de la baisse de production, donc c'est moins faisable. Donc, à ce moment-là, on essaie de faire des ventes directes. Là. On aide les producteurs à vendre directement aux abattoirs le plus près ou selon le marché, quel type d'animaux, quel type d'abattoir qui aime ce type
les bouvillons que le producteur produit. Moi, c'était tout pour les questions en ligne. N'hésitez pas à en poser d'autres, puis on y reviendra. Sinon, je vais faire le tour. Puis, Ben, c'est elle qui l'a. Par rapport au marché actuel, là, mettons, on parle de 350 à 400 pièces d'écart, les femelles versus les mâles. Là. Sur le crochet, carcasse, là, ça coûte-tu 400 pièces de plus faire une femelle ou là-dessus, on rentre quand même dans notre argent? Ben là, le maïs, c'est pas cher. Là. Fait que, compte-les comme tu veux. Là, Elle ne coûtera pas 400 pièces de plus à finir ta femelle. non. C'est ça ma question. Ouais. C'est plus Pas comme rentable que les vendre à 750 livres. Mais ça peut changer dans 2-3 mois. Là. OK. C'est tout le temps ça qu'il faut que tu regardes le prix du maïs et ton intrant là, aussi. Pour les femelles, souvent, je sais qu'il y avait déjà eu une présentation qui avait été faite par la Fédération il y a, d'après moi, 7-8 ans. Ça te fait un pas pire bout. Puis à l'époque, à 40 cents de différence, avec tous les calculs faits, c'était plus payant d'acheter un mâle 40 cents plus cher qu'une femelle. Il y avait plus de rentabilité à 40 cents. Fait que à 400 pièces, je ne sais pas comment de cents la livre ça peut représenter, mais c'est sûr que poids pour poids, génétique pour génétique, une femelle, c'est pas un mâle. Tes rentes en parc, les femelles, ça vient en chaleur, ça fait du gros plus facilement, ça fait des bodies, ça fait une carcasse plus petite. Fait que c'est plein d'inconvénients. Tu annonces une vente de femelles, l'abattoir va te payer un petit peu moins cher parce qu'il sait qu'à la découpe, ils vont avoir moins de rendement. Fait que c'est tout ça mis en compte qui fait que on dit le trouble de gérer des femelles parce que souvent, ils s'en blessent plus, ils se grimpent toutes. Des tirs, tu mets ça là, ça se couche, ça mange, ça dort. C'est tout ce que ça fait. Des femelles, là, ben, il y en a tout le temps une qui se décide qui est en chaleur, puis ça se court après. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe dans un parc de femelles. Fait que, oui, il y a la différence de prix n'est peut-être pas toute justifiée, mais il y a une grosse partie qui fait une différence, que les gars préfèrent acheter des mâles. Oh, il y a toutes sortes d'options, mais ça coûte de quoi aussi. Fait que c'est tout de voir, mais c'est surtout ça une qualité de carcasse. La femelle, des femelles de 1000 livres carcasse, là, et t'as d'affaires. En tout cas, moi, dans les Anglais chez nous, il y en a, mais c'est pas commun. Fait que, oui, souvent, les femelles, tu vas perdre sur le poids carcasse. Comme je te disais tantôt, tu perds un petit peu de poids carcasse, un petit peu de chlore, ils ont tendance à être plus grasses un peu. Fait que souvent, ils vont monter. Il y a le 4, il y a le 5, s'ils sont bien finis. Puis les abattoirs les aiment un petit peu moins parce qu'à la découpe, il y a moins de rendement qu'un mâle. Fait que c'est tout ça mis bout à bout. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas d'argent à faire à finir les femelles, mais l'écart n'est pas si grand que ça a de l'air. Moi, je l'ai fini, mes femelles, puis oui, ils sont moins payantes que les mâles. Je les ai chez nous, puis on vit avec. Mais c'est ça, l'écart de prix est. Je n'ai pas fait le calcul, dire les acheter à quel prix de différence ça vaudrait plus la peine, mais pour la gestion différente, oui, ça fait une grosse différence. Tantôt, Yves, tu parlais pour... J'ai oublié ma question. Non, OK. C'est parce que ça fait un bout que je la retiens. Je voulais attendre à la fin. Tantôt, tu parlais que tu ralentissais tes veaux un peu pour faire du frame. OK? Ça, pour avoir parlé avec beaucoup d'engraisseurs, c'est un des problèmes qu'on a au Québec, de trop pousser nos veaux rapidement. Puis qu'on ne laisse pas grossir le body du veau avant de donner à manger comme il faut. Je voulais savoir, vous autres, est-ce que vous feedez les veaux avec soit une mangeoire ou de quoi avant le sevrage, comme beaucoup de gens dans le veau d'embauche standard font, pour avoir le 0,750 livres atteint le plus rapidement possible? Moi, chez nous, là, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais comme quand l'hiver arrive, là, on leur donne 5 gallons et 3 mangeoires en métal. Puis je leur donne ça au veau, juste qu'ils s'habituent à sentir ça. Ou quand j'ai besoin de les faire venir à quelque part, ils sentent ça, un peu de maïs, un peu d'or, là. Mais je les laisse aller avec les vaches. Ce que je fais aussi, c'est que je donne une belle de deuxième coupe à part, qui a un petit trou qui les petites vaches, il y en a des petites vaches qui se passent des fois. Là. Je rouvre la barrière, je les ressors. Mais après une couple de fois, ils ne retournent plus. Mais je donne vraiment une belle de deuxième coupe à mes veaux avec les vaches à part. Puis ça fait une différence aussi beaucoup.
Comme l'année, il y a 2 ans, c'était très sec, on n'avait pas. La baie, ça se vendait quand même assez cher. J'ai décidé de pas donner, puis ça a apparu rendu au printemps. Ça a apparu. Chez nous, non. Pas de dérober les vaches. Les veaux sont vraiment avec les vaches tant qu'ils ne sont pas sevrés. Il n'y a pas rien de dérober ou de peu importe ce qu'on fait. C'est sûr que les vaches, on s'organise, qu'il y ait de quoi manger. Ils sont dans le champ, puis il y a de quoi manger. Fait que, des veaux dans la deuxième coupe, c'est comme s'il y avait une dérobée. Là, ça revient au même. Mais l'avantage, c'est que c'est ça. C'est que ça ne fait pas des veaux qui vont être trop gras, qui vont arriver des encans, que le gars va dire « Ah, ils sont trop gras, je ne veux pas payer pour ce gras-là », parce que le baby fat, quand il rentre en parc, souvent, ils vont le fondre pendant qu'il s'acclimate. Fait que le gars payé pour du gras qui va perdre, qui va être obligé de le refaire, ça l'intéresse moins. Fait que, tandis que quand ils rentrent chez nous, ils ont moins ce stress-là, ils le perdent moins. Fait que quand même qu'ils seraient un petit peu plus gras, c'est pas si grave. Puis on peut commencer à les soigner tout de suite parce que on les part, puis ils ont une courbe vraiment comme en montant tout le temps. On n'est pas obligé de les retenir pour pas qu'ils soient trop gras, mais que ça c'est le temps de la commercialisation. Nous autres, on les rend au bout. Fait qu'on peut y aller au maximum tout le temps. Là. Moi, chez nous, aussitôt que je commence à alimenter les vaches au pâturage l'automne, là, je commence à donner de la dérobœuf de Solio pour ne pas la nommer. Mais puis là, je donne ça jusqu'au sevrage, puis aussi alimenter de foin de deuxième coupe. Mais quand tout le monde est à l'herbe, je donne rien. Puis là, mais quand je me mets à soigner, surtout cette année, c'était quasiment pire parce que là, avec les météos qu'on a eues, j'ai pas fait beaucoup de bons foins. Les foins étaient faits très tard, puis la deuxième coupe, je n'en ai pas beaucoup, fait que je pouvais pas. D'habitude, je donne la deuxième coupe, même aux vaches, quand je commence à alimenter, quand ils ont des veaux. Mais cette année, vu que je n'en ai pas gros, j'ai été obligé de donner la première coupe. Puis là, c'était un foin à 10, 11, 12. Fait que c'est pas bien fort quand il y a un veau après. Fait que là, c'est sûr que j'ai pas ni. Ça prenait de la moulée au veau là, si je voulais continuer les bonnes performances. Mais dans mon cas, c'est un petit peu de trop ce que je fais, là, c'est correct. C'est juste parce que ça m'amuse. Puis, c'est vrai, ça m'amuse faire ça. Puis, quand je les nourris, là, ils sont rendus, il y en a plusieurs qui viennent tout seuls, puis tu roses quasiment déflatés, c'est le fun. Puis moi, j'ai plus d'enfants à la maison, puis il n'y a pas personne qui me texte pour me dire à quelle heure je vais rentrer aussi. Ça paraît, ça. Je suis productif. Je le sais que vous auriez des questions, puis on pourrait en jaser encore très longtemps. On va prendre 2 dernières questions, puis ensuite, on va passer à notre prochain conférencier. Moi, je m'excuse, ça va tout de même de quoi de complètement différent de ce que vous discutez. Vous savez que dans la vache Holstein, présentement, il y a énormément de vaches qui sont saillies par de l'Angus. Si on décidait de finir de l'Angus, vous avez demandé de bien se préparer avant de partir. Fait que je suis curieux de vous poser la question, de voir, vous le voyez comment. Moi, j'en ai fait. Vas-y. Écoute, on avait eu un directeur, je ne me souviens plus comment il s'appelait, il arrivait des patates, là. Clément. Puis on avait parlé d'un projet comme ça, fait que je me suis dit, pourquoi je n'essayerais pas une vingtaine chez nous? Fait que j'ai été sur les producteurs Austin qui avaient vraiment une bonne conformation. Puis les veaux, dans ce temps-là, ils se vendaient 300$, puis je n'avais acheté une douzaine là, à 95-100 livres. Puis là, mon père, beaucoup, il me dit, tu devrais en acheter une femelle, voir que ça donnerait, puis un petit peu plus petit, voir que ça donnerait. Aussitôt qu'on baissait un peu en poids de naissance, les veaux étaient moins performants. Mais dans ce temps-là, acheter un veau, ça coûtait à peu près 1300-1400$. Puis l'amener à 900 livres, un Holstein Angus, ça ne me coûtait pas tout à fait 1000$. Mais là, il faut que tu le fasses boire, ce veau-là, pendant 1 mois et demi de temps, 2 mois. Là. Fait que moi, ma fille s'en occupait, mais quand elle n'était pas là la fin de semaine, là, il y a des affaires que j'aime, ça, j'aimais moins ça. Mais je me suis dit, j'ai une étable chaude chez nous, puis je garde tout le temps 12-15 génisses. Je pourrais m'en acheter 12-15, puis les finir qui remplaceraient mes génisses. Comme ça, je vendrais quasiment 120 veaux. Fait que je dirais que ça couvrait un peu le prix de mes génisses. Mais je pense que c'est des choses qui vont se parler de plus en plus. Puis même, quand Fred dit des embryons dans des mères porteuses, moi tout, je pense des fois faire ma relève, des fois sur un producteur laitier. On s'en était parlé il y a une couple d'années à 500$ l'utérus.
Puis là, ça te ferait toutes des génisses que tu flattes d'un table parce que tu les fais boire au lait où tu prends une vache. Ça ferait des vaches qui seraient assez douces aussi. Puis ça se fait beaucoup aux États-Unis en plus de ça. Mettre des embryons dans des vaches à lait, des embryons de bœuf. Ça fait que c'est une très bonne question. Il faut penser à l'avenir aussi hein, dans notre secteur. On ne sait pas ce qui nous guette. Hein. Parce que, tu sais, par semaine, il sort 2000 veaux, là. Ça sort, là. Fait qu'on a deux choix. On laisse tous les veaux s'en aller en Ontario aux États, comme ils s'en vont là, ou pour la plupart. Il s'en fait un peu, mais il y aurait beaucoup d'espace, puis ça serait à voir si vous pensez qu'il y a une certaine rentabilité, parce que si vous pensez qu'il n'y a pas de rentabilité à première vue, vous voulez savoir plus, là, ça vaut-il la peine d'y mettre de l'énergie? Bien, moi, je vais vous donner le feedback des amis vraiment engraisseurs là, de Beauvillon. Et ce qu'ils me disent, c'est que les veaux à 12, 13, 14, 1500 piastres, ils se font pas engraisser beaucoup au Québec à raison qu'ils s'en vont aux États à cause du taux de change. Parce qu'à ces prix-là, la rentabilité que je me fais dire n'est pas très là. Je ne sais pas si Jean-François, c'est un gars de Beauvillon, pourrait renchérir là-dessus, là, mais... Si le coût d'achat des Holstein Angus serait plus bas à comparer à ce qu'il y a là en ce moment, peut-être que oui, il y aurait une rentabilité, là, mais comme Martin a dit, c'est le taux de change qui favorise ce marché-là. Ça s'en va surtout en Ontario, puis après ça, sud des États-Unis. Quand tu nous parles de l'importance de la génétique par rapport aux muscles du veau, nous autres, dans Holstein, on a toujours pris des vaches qu'on ne voulait pas avoir de problème de vêlage, fait qu'on a toujours pris des petites carcasses. Mais il n'y a rien que, tu sais, dans nos vaches, on a peut-être des premières lactations qui représentent 30%, mais toutes nos deuxièmes et plus lactations, ça pourrait être mis avec de la semence, avec une bonne génétique. Mais, la différence, c'est que souvent on dit la génétique, c'est pour faire du gain. La différence, c'est qu'un veau, une Holstein, ça a du frame. Un veau demi-sang Holstein, ça a du frame, ça fait du gain. Oui, ça ne fait pas le rendement carcasse d'un veau à bœuf, ça n'a pas le look d'un veau à bœuf, mais ça fait du gain. Ça mange, ça a de la place, ça mange beaucoup, puis ça fait vraiment beaucoup de gain. Puis ce qu'ils vont chercher, c'est vraiment une question d'uniformité, c'est que c'est toutes des vaches Holstein, c'est des veaux, ils choisissent les meilleurs des encans. Là, les veaux à 1200 $, ce n'est pas les derniers de la vente. C'est les meilleurs. Fait que les meilleurs veaux qui vont chercher à ce prix-là, ils se font des lots de veaux vraiment, vraiment uniformes comparés à ce qu'ils réussissent à aller chercher, mettons, dans les veaux à bœuf. Vous êtes un producteur laitier? Oui. Bon, tu sais, moi, dire, quelqu'un qui veut partager le risque avec moi, il n'y a pas de problème, sauf qu'acheter des veaux à 1000 $ du veau, hey boy, tu veux pas... c'est ça qui est l'affaire, qui est le défi là, un peu. C'est comme le COVID, ça, là, tu sais. Ça vient de partir, là. Ouais, mais n'oubliez pas, là, il y a 2000 veaux par semaine qui sortent, là. Fait que la folie, elle va se... Mais excusez, quand vous dites 2000 veaux, c'est vraiment 2000 Angus Holstein? Il faudrait vérifier à l'encan, là, mais c'est énorme, le nombre de veaux. Parce qu'avant ça, nos veaux s'en allaient beaucoup en veau de lait, en veau de grain. Et quand on a aperçu qu'on était sous-payé pour nos taureaux, nos veaux Holstein, puis qu'on a vu qu'il y avait des gens qui avaient un intérêt particulier pour de l'Angus, c'est là qu'on a commencé à en faire. Puis l'autre chose qui fait qu'on va vers ça, c'est que le quota, il est plus difficile à acheter parce qu'on achète le quota au gramme. C'est plus difficile d'acheter du quota que de la drogue. Fait qu'on y va plus dans ce sens-là. C'est qu'on réalise qu'il y a un marché important qui s'en vient. Puis là, ben, il faut décider, on le garde-tu au Canada ou au Québec, ou bien si on le laisse aller. C'est sûr que comment je pourrais dire, pour en faire à plus grande échelle, ça prend du monde qui ont les infrastructures pour les partir, ces veaux-là. Fait que ça se fait au Québec, mettons, les intégrateurs de veaux de lait, veaux de grain, qui ont déjà des bâtisses qui avaient de la place. Souvent, ils en startent comme ça, puis après ça, ils les mettent en engraissement chez des producteurs à forfait. Fait que ça se fait déjà, mais la complexité de tout ça, c'est vraiment le départ de ces veaux-là pour avoir des gros groupes. Parce que si tu ramasses, c'est facile, je vais acheter 10 veaux cette semaine, mais là, il faut les mettre à quelque part. Puis là, ça 10 veaux à la fois, tu ne te retrouves pas avec un lot, c'est dur de faire de quoi. Tandis que les gars, ils ont des bâtisses accessibles.
Puis ils ont des prix, c'est eux autres qui produisent le lait, puis ils réduisent le coût de production pas mal. Fait que ça leur fait un veau qui leur revient pas si cher que ça, malgré. Yves, il parlait de 1000 $, mettons. S'il paye 1000 $, puis il lui coûte 1000 $ pour le rendre à 800 livres. Bon, à 800 livres, ça te veut dire que ça te fait un veau de 800 livres mâle qui te coûte 2000. Ça ne fait pas un veau si cher que ça, en vrai. Là. Moi, j'en fais pas de demi-cent, mais je fais le calcul, puis oui, il y a une certaine rentabilité à le faire. Là. Pour quelqu'un qui a les infrastructures pour être capable de le faire. Moi, je sais bien que demain matin, je n'achèterai pas des veaux Holstein pour essayer d'en faire 3-4 avec une autre. Quand même, j'en ferais 15. Là. C'est du trop pour ce que ça donne, mais quelqu'un qui a les infrastructures en place pour le faire, oui, il y a une rentabilité à le faire. Pour répondre à la question, Martin, 1700 à peu près par semaine, vous croisez. Puis la dernière question, ce serait vos gains moyens quotidiens visés. Ça ressemble à quoi? Ben, on veut faire 3 livres, on fait un petit peu moins que ça. Ça dépend tout le temps de ton coût de production. Tout se joue là-dessus dans tes calculs. Ton coût de transport et tout. C'est pas. On aimerait bien ça faire 3 livres, mais s'il fait 3 livres et on le vend 50 cents moins cher à l'automne, c'est moins intéressant. Mais pour revenir à monsieur, ce serait peut-être intéressant d'avoir un après-midi de discussion là-dessus, sur ce sujet. Avec plaisir. Votre job. Avez-vous gain moyen quotidien? Bien, le gain moyen, c'est sûr, c'est toujours de viser 4 livres. Là. Sauf que moi, ma bad luck a fait ma bad luck de maladie a fait qu'on a comme ralenti un peu l'alimentation en dernier parce qu'il était comme prêt à vendre quand c'est arrivé. Fait que là, mes chiffres, ils sont comme un peu faussés là, à cause de ça. C'est sûr que les mâles, en général, les mâles vont chercher dans 3 livres et demi, entre 3 livres et demi et 4 livres, les femelles un peu moins. Mais c'est ça, l'important, c'est pas le chiffre, tu dis, j'ai fait 4 livres de gain. Mais l'important, c'est pas ça. C'est comment il te coûte à faire ton 4 livres. Si tu fais 4 livres, mais que ça te coûte 4 livres et quart à le faire, t'es mieux de faire 3 livres et qu'il t'en reste. C'est vraiment une question de gestion d'alimentation et de ressources disponibles. C'est vraiment une question de net à la fin. L'important, c'est pas mettre des chiffres flashy sur la table. C'est vraiment voir ce qui reste net à la fin pour faire les paiements. Là. Fait que tu peux acheter du tourteau de soya puis tu vas le faire ton 400 livres par eau. Ça coûte cher. Bien, merci beaucoup, messieurs. Je veux juste dire quelque chose en finissant, faire réfléchir. Là. Vous savez, des parcs d'engraissement, il y en a de moins en moins au Québec. Jean-François, des fois, il dit « Ah, j'aimerais ça avoir des vaches. » Puis, quand on regarde tout ça, on y pense. Le prix des veaux, il n'est pas trop cher. Il est ce que ça coûte à faire. Mais les producteurs, c'est plus tout le monde qui va embarquer dans ce risque-là d'investir et de dire qu'on va l'amener jusqu'au bout. Fait que, des fois, une petite porte de sortie, un petit test, une petite... vous le faites à 2, vous le faites à 3 producteurs, on regarde ça. Ça peut être une option que les finir, vous n'aurez pas à vous casser la tête et les envoyer à l'encan, mais au prix qui est rendu le prix du veau, il n'est pas trop cher, je fais juste dire que le risque est élevé. Fait qu'il faut y penser aussi à cette affaire-là dans le futur. C'est bon? C'est bien. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous.